Imagine aujourd'hui que tu as 18 ans, tu habites chez tes parents, tu as environ 1 000 € en poche et tu veux démarrer. Qu'est-ce que tu fais comme business pour te lancer? Je sais exactement ce que je fais. Et j'ai trouvé ça il y a 2-3 ans. C'est de la revente de lecteurs de cassettes VHS. Et en fait, c'est un. Alors, le background de cette histoire, c'est que nous, forcément, sur Amazon, ce qu'on cherche, c'est un peu des opportunités de marché. Donc, remarquez quand il y a un écart entre l'offre et la demande, et ce qui pousse généralement les prix vers le haut aussi. Et il y a 2-3 ans, on a trouvé ce marché qui est donc le lecteur cassette VHS, donc les grosses cassettes, hein, pas les petites. Et on a remarqué que ça se vendait d'occasion pour 1000 $, toi. Ce qui n'a aucun sens. Tu dis 1000 $ pour un. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière cassette VHS qui a été, lecteur cassette VHS qui a été produite, c'est en 2016. Et probablement, ce sera plus jamais produit. Donc en fait, maintenant, le supply, il est restreint. En fait, l'offre, elle va faire que baisser, que diminuer au fur et à mesure où les appareils vont se casser et autres. Euh, et la raison pour laquelle ça a été interrompu, c'est qu'en fait, il y a trop de parties et même de certaines matières premières qui étaient difficiles à, à récupérer. Et donc, la société japonaise qui en faisait encore à l'époque a juste interrompu la production. Donc, en gros, tu as un marché où il y a encore une demande assez forte parce qu'il y a des gens notamment qui veulent, je pense, numériser ou revoir un peu les cassettes familiales qu'ils avaient enregistrées dans les années 80-90. Et t'as plus aucune, enfin, plus aucune production, quoi. Donc, le bon plan, je pense, là-dessus, il y a un peu deux niveaux sur lesquels tu peux le faire. Niveau 1, niveau un peu bas, c'est tu vas sur le bon coin ou autre et tu trouves tous les lecteurs VHS que tu peux trouver. Et ensuite, tu les testes et potentiellement, alors je sais pas trop comment ils marchent en Europe, mais c'est aux US notamment que c'est flagrant en termes de prix. Et en fait, tu les envoies aux US et tu les vends aux US. Donc tu peux acheter à Madame Michou, tu peux acheter pour 30 €, elle sera très contente. Boum, t'envoies aux US et tu fais une marge énorme. Forcément, c'est pas très, c'est quand même un peu difficile pour seulement parce qu'il faut quand même les trouver, les envoyer, les vérifier, ainsi de suite. Mais c'est largement faisable. Et après, donc ça, je commencerai par ça pour faire les premières dizaines de milliers d'euros. Et après, passer au niveau au-dessus, je pense qu'il fonctionnerait, ce serait assez ambitieux. C'est en fait, tu fais une campagne télé, peut-être sur TF1, où tu passes juste une fois et tu dis on vous reprend votre lecteur VHS pour 80 €. Débarrassez-vous, il est dans votre grenier, vous n'en servez pas depuis 30 ans, c'est parfait. Et je pense que ça fonctionnerait très bien parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont ça quelque part. 80 €, ils penseraient que ça vaudrait moins que 80 €, donc c'est un gros prix pour eux. Et donc tu pourrais faire ça à une échelle quasiment industrielle, récupérer peut-être quelques dizaines de milliers de lecteurs VHS et ensuite les envoyer sur le marché. Ça. Du coup, c'est quoi le volume de la demande? Est-ce que d'ailleurs sur Amazon, tu as des outils qui te permettent de dire, OK, ce truc-là, il est vendu 1 000 € et ils en vendent environ X par mois, qui te donnent une idée du niveau du marché? Parce que si tu avais beaucoup de demandes, est-ce que ça ferait cracher les prix directement ou est-ce que ça peut supporter un peu de volume? T'as ça, en fait, t'as un truc, t'as plusieurs. Le nom que tu utilises, ça s'appelle Helium 10. Effectivement, en fait, ça te dit le nombre de ventes que tu as par mois. Effectivement, si tu as une dizaine de milliers, je pense que tu risquerais un peu de cracher le marché. Euh, mais en gros, de ce qu'on avait vu à l'époque, ils s'en vendent peut-être entre 500 et 2000 par mois. Quoi. Et forcément un OK. gros pic en Q4. Euh, donc il faudrait effectivement les envoyer au fur et à mesure. Mais j'ai envie de dire aussi, même si tu fais cracher le marché, parce qu'actuellement, c'est ça qui est quand même hallucinant, ils s'en vendent 500 000 par mois à genre environ 1000 $. Quoi. Donc forcément, c'est un peu l'offre et la demande. Quoi. Si tu baisses même un peu les prix, peut-être tu divises pas les prix par 2, 500 $, tu as aussi beaucoup plus de gens qui seraient prêts à l'acheter. Alors qu'actuellement, 1000 $, il faut quand même être un peu un américain un peu taré pour l'acheter. Quoi. Euh, donc je pense qu'il y a encore des marges énormes, même en faisant un peu baisser les prix et en tirant les prix un peu vers le bas. Est-ce que du coup, il n'y a pas une opportunité de je numérise vos cassettes ou est-ce que ça existe déjà? Et si ça existe déjà, pourquoi est-ce que les gens iraient acheter leur propre lecteur VHS? Parce qu'en fait, si tu voulais numériser ta propre cassette avec un lecteur VHS, même si moi, en fait, j'avais un lecteur VHS, je ne saurais pas comment faire. Parce que du coup, il va m'output un truc en analogique qu'il faut ensuite que je branche dans une carte de capture compliquée qui prend de l'analogique et qui me l'envoie sur du numérique et tout. Ça semble assez complexe. Est-ce qu'il y a des services qui font à regarder cet élément-là? Déjà, en termes de produits, il y a déjà des adaptateurs qui vont faire, donc peu importe le VHS, peu importe numérisé, donc ça existe en termes de petits produits qui coûtent 30 euros. Euh, et c'est une bonne question. Alors, je pense qu'il y a peut-être deux trucs. Il y a peut-être les gens juste qui veulent pouvoir chez eux, un peu à l'ancienne, avoir leur lecteur VHS. Tu vois, il y a un truc vraiment. Ou peut-être leurs petits-enfants, ils veulent que leurs petits-enfants aient l'expérience, tu vois, de mettre Ok. la cassette dans le. Donc c'est peut-être une théorie. Alors, Et peut-être encore une fois, en on ne fait, ils parle veulent pas regarder les du tout le cassettes, niveau de demande. peut-être. On pense directement qu'ils veulent Regarde les numériser. Ça se cassettes. trouve, ils veulent juste les regarder. C'est Ils veulent les ça. revoir. Et l'autre partie, c'est les gens en fait, qui veulent un peu contrôler le process en fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être un autre truc, je sais pas à quel point les gens en fait ils sont un peu terrifiés quand ils envoient une cassette familiale qui a une valeur émotionnelle énorme pour eux, de l'envoyer par la poste, risquer que le truc Hmm. se fasse défoncer.
Donc ça pourrait être un truc Ok. aussi, ça pourrait être si en gros tu pars du principe qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 1000 $ pour ça, tu pourrais faire Ouais. un service potentiellement un peu premium. On vient récupérer vos cassettes chez vous, genre dans une petite valise, et ou limite on fait, enfin il y a des trucs à faire. On vient récupérer la cassette, Bah, à on la la limite, t'as ramène dans mort, notre t'appelles centre de la machine traitement. chez la personne, en fait, quasiment, si tu vas te déplacer. Tu pourrais quand même faire ça quoi. Mais je sais qu'il y a pas mal de services numérisation. Et de façon générale, c'est du marché où on vend des scanners de pellicules et ça fonctionne assez bien aussi. Donc il y a un marché pour tous un peu ces vieux formats que les gens veulent conserver, notamment pour des raisons, pour des raisons de, comment dire, émotionnelles quoi. Mm. Et est-ce que tu sais la durée de vie d'une VHS? Est-ce qu'au bout d'un moment, ces VHS, elles sont illisibles ou est-ce qu'elles perdurent indéfiniment? C'est le gros problème, et notamment tu le vois dans les adaptateurs, parce que aussi on pensait vendre des adaptateurs. Et en fait, la note moyenne elle est genre de 3. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans beaucoup de cas, c'est juste la cassette est morte. Sauf que les gens, bah, ils veulent pas accepter que leur cassette soit morte, donc ils disent ouais, c'est l'appareil qui fonctionne pas. Mais effectivement, les cassettes VHS, ça a jamais été conçu pour durer des décennies, quoi. Donc il y a une énorme partie qui est déjà morte. Ouais. Donc c'est un problème, effectivement. Surtout qu'à l'époque, on faisait que réenregistrer sur les mêmes cassettes Soit même, ouais, mais et, c'est et immonde, déjà, ouais. elles se Ouais. dégradaient de ouf. Euh, Moi, si je partais de zéro aujourd'hui, l'autre jour, je suis tombé un peu par hasard sur une idée qui était assez intéressante. J'étais en gros dans un dîner et il y a un mec qui se pose et c'est le Chief Marketing Officer de Ahrefs, un gros tool de SEO qui Mhm. font environ 100 millions par an. Il était en mode, bah du coup, sur le marché français et tout, on performe pas bien. Et il voulait faire une sponsor sur ma chaîne et tout, il performe pas bien sur le marché français. Et on était là avec un autre mec qui est un Français, mais qui est dans le milieu SEO américain. Il dit, bah ouais, en fait, les Français, ils ont leur propre tool. Le mec, il dit, j'écoute un podcast de SEO français. Tous les tools dont il parlait, je les connaissais pas, parce qu'ils ont leur propre tool, ils ont leur propre dynamique, etc. Et en fait, aujourd'hui, les Français, même, tu vois, sur un domaine, j'étais un peu surpris, parce que sur un domaine relativement sophistiqué, qui est le SEO, tu Mhm. vois, c'est des gens pointus qui cherchent à être à la pointe des techniques sur Google pour ranker, etc. Ils utilisent pas trop Ahrefs, qui est le plus gros tool du marché. Ils ont un peu leur propre tool. Et donc, du coup, on se disait, bah, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait vraiment euh, se faire chier et donc localiser l'ensemble du tool et surtout localiser en fait le marketing. Et avoir du marketing qui est en français, que les gens peuvent lire, ils peuvent comprendre la page de vente, etc. Et aussi un support client en français. Et je pense que il y a une opportunité pour quelqu'un qui a vraiment envie de se faire chier, d'aller voir ces trucs et de dire, OK, voilà votre part de marché dans tous les pays européens, et vous allez voir que votre part de marché, elle est inférieure en France, et vous l'avez tous remarqué que bah, en France, on ne performe pas aussi bien. Voilà la réponse, vous Mhm. avez une barrière de langue, moi je vais vous aider dans un premier lieu à localiser votre site. Donc en fait, quand tu localises un site, tu vois, pour eux, ça veut dire qu'il faut qu'ils engagent une personne pour traduire, mais si tu es sur un SaaS, le problème, c'est que ton Et site, donc il va constamment il changer était parce que pas tu as déjà constamment... localisé. Il était pas déjà localisé le site. euh, Href, lequel? à ce moment-là. Href, il Ah, était pas il est localisé encore? localisé Ça me paraît maintenant en flou. français? Ok. Mais à l'époque, non. Ok. Non, je sais pas. Et t'as regardé s'il était localisé? A priori, non. Non. Parce que, effectivement, en fait, du coup, c'est juste un malus sur le fait que les Français, ils galèrent en anglais, quoi. En fait, tu te dis tous les marchés où Ils ont, t'entends en allemand, tu t'en fous un peu. ouais, ils ont localisé leur site en français, mais ils n'ont pas le support client en français. Ok. Voilà. Donc, ils ont a priori localisé. Parce qu'eux, ils sont énormes. Mais il y en a Mhm. plein qui sont soit pas localisés, soit en fait, ils ont pas derrière toute l'infrastructure de ce qu'il faut. Et je pense que si tu pouvais faire une petite agence qui travaille en fait avec un client par an, littéralement, tu vois, si tu démarres, genre un client par an que tu arrives à convaincre de dire, OK, je vais vous faire un gain immédiat sur vos tunnels de vente, je pense qu'il y a une opportunité. Alors après, c'est beaucoup d'huile de coude, quoi. Je pense que c'est assez complexe, que chacun aura des besoins différents. Et il faut un peu te faire chier pour aller chercher des clients, pour les convaincre et pour faire. Mais je pense que là, il y a beaucoup de gains pour eux. Et après, une fois qu'ils sont là, en fait, ils n'ont pas envie de se faire chier, de complexifier leurs opérations. Et dès qu'ils sortent une nouvelle fonctionnalité, il faut que tout ça traduit, il faut que leur application soit traduite. Ça, généralement, ils ont des À la limite, process, tu peux leur vendre un mais abonnement derrière, il quoi. faut leur c'est leur En site. gros, Bah, faut maintenance, que ce des soit un frais de truc. maintenance. Et probablement, il leur faut une équipe de support client français. Mais tu vois, eux, ils ont tout leur support client, je sais pas, aux Philippines, tu vois, qui Mais travaillent ça en va être anglais. réglé par l'IA et par les. Actuellement, nous, on attache une grosse importance à justement localiser nos services clients. Donc, on est monté un moment, on avait genre 11-12 personnes services clients. Ouais. Et maintenant, tu peux être assez agnostique en termes de langue et ça va être de plus en Parce plus que le cas. tout, Donc, est, ça, je tout, pense tout que ça va être un arrive problème au qui va être. service client anglais et traduit. Tu peux faire ça en fait. Tu peux tout. Ok. En fait, un client voit en français, ça va être automatiquement en anglais. Pour ça, pas anglais qui va répondre en anglais, c'est reparti en français. Tout ça, ça va très bien se faire parce qu'en fait, les outils de traduction s'améliorent à vitesse grand V. Et donc, ouais, ça va être de moins en moins un sujet.
Ouais, intéressant. Du coup, il y a probablement un truc sur aider à ces différents SaaS à se localiser. Dès que nous, on contacte un support client, il n'y a jamais de support client en français sur rien. Et donc, du coup, beaucoup de gens privilégient d'utiliser un outil français qui est peut-être inférieur au niveau des features, mais sur Mhm. lequel ils auront leur support client. Et je pense que là-dessus, eux, ils ont un besoin. En tout cas, lui, moi, je ne savais pas qu'il y avait ce besoin, mais lui, il avait spontanément repéré qu'il y avait ce problème. Et la réponse était, voilà, il y a un problème d'accessibilité sur la langue et tout. Euh, pour le programme de la suite de D'ailleurs, cet c'est peut-être un épisode, truc adjutant, si tu parles pas anglais, mets-toi à l'anglais, je pense. Il y a aussi le truc le plus de base que. En fait, maintenant, on ouais. s'attend tellement à ce que tout le monde parle anglais dans notre milieu que c'est vraiment très choquant quand t'as quelqu'un qui dit que ouais, je parle pas anglais. Toi, tu te dis, enfin, t'as 95% de l'information qui t'est. Encore une fois, peut-être avec les outils de traduction, ça va passer un peu au travers, mais ouais, je pense que c'est quand même Mais essentiel. Ouais. les gens disaient toujours, ouais, les Français sont nuls en anglais, etc. J'ai l'impression de plus en plus dans les jeunes générations, les gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 24 ans, les niveaux d'anglais sont énormes. Après, peut-être qu'ils sont sélectionnés sur les gens que moi j'ai recrutés et tout, mais j'ai pas recruté des C'est gens ça. spécifiquement parce qu'ils parlaient anglais. Mais vraiment, tu vois, même des gens qui n'ont pas vécu à l'étranger et tout, qui peuvent tenir des conversations ultra facilement. J'étais assez Je me étonné demande à parce que quel j'avais pas point. le souvenir que c'était le Ouais. cas il y a 10 ans. Je me demande à quel point, pareil, ça, on a un peu un filtre par rapport à ça. Et d'ailleurs, et si vous voulez apprendre l'anglais, c'est de la technique très simple, c'est vous regardez un film en anglais par jour. Et c'est ce que j'avais fait quand j'avais peut-être 16-17 ans par là. Et c'est en plus regarder des films sympas. Et en fait, tu vois un film par jour et au bout de quelques mois, t'es. Après, bon, il faut savoir parler, c'est encore autre chose. Mais au moins, t'as tout ce qui rentre, tu le comprends. Et après, tu as au moins ça comme base. Ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait avec les séries. Ce qui était Avec cool les avec les séries, séries. c'est que tu pouvais passer. Au départ, tu avais tes sous-titres français comme tout le monde, mais là, tu progresses pas au-delà d'un certain niveau. Là, tu pars avec des sous-titres anglais parce qu'une des grosses difficultés sur les Français, c'est pas juste de parler, c'est qu'en fait, ils comprennent pas, ils savent pas traduire le son en anglais sur les mots, en fait, à quoi ça correspond. Donc, si tu leur avais donné la phrase écrite, ils auraient compris, mais ils n'ont pas. Donc là, ça te permet de matcher un son à un texte. Et en plus, comme tu as le texte, tu peux plus facilement aller chercher des mots si tu les connais pas, etc. Et après, une fois que tu es habitué à entendre par rapport aux sous-titres en anglais, tu peux skipper les sous-titres. Et l'avantage des séries par rapport aux films, c'est qu'une série va avoir un champ lexical qui va être très répétitif. Ouais, beaucoup Et donc, plus. tu t'habitues Ouais. au vocabulaire de la série. C'est pour ça que moi, au départ, j'étais un expert de tous les termes médicaux parce que je regardais beaucoup la série Doctor House. Et du coup, il y avait tous les termes médicaux, etc. et qui revenaient tout le temps. Donc, en fait, tu les apprenais vraiment efficacement. Et versus d'autres éléments du quotidien que je connaissais pas aussi bien. Euh, mais voilà, tu fais, puis à mesure que tu progresses dans la série, tu peux voilà, retirer les sous-titres en français, puis retirer les sous-titres en anglais, etc. Ça fonctionne bien. Euh, mais je pense qu'en partie, via l'influence, tu vois, de Netflix et des séries, etc., de plus en plus de gens ont fait en fait ce process, tu vois, et on passe Mhm. problème. Alors que à une certaine époque, pour regarder des séries, tu vois, C'est vrai que t'avais pas quand accès en moi j'avais fait. Non, t'as 18 raison en ans, il y a fait. 14 ans, Ouais. pour regarder des séries comme ça avec des Fallait sous-titres en anglais et télécharger. tout, il fallait pirater et tout. Mais si tu savais pas pirater, que tu regardais Ça. juste les séries normalement comme tout le monde, bah tu les regardais à la télé, elles étaient doublées quoi. Et donc tu n'avais pas cette C'est vrai. opportunité. Même si tu regardes dans beaucoup de villes en France, en fait, si tu veux voir au cinéma un film en VO sous-titré, c'est pas toujours disponible. Mais peut-être que ça Ah, a c'est changé quasiment maintenant encore une jamais fois. disponible, non? Ouais. Non, je pense que c'est quasiment Bah, jamais disponible. Je pense que c'est que ah, vraiment dans les villes où t'as peut-être ouais. beaucoup d'étrangers. Mais autrement, je pense que c'est quasiment jamais le cas, quoi. Bah voilà. Donc tu vois, finalement, c'est pour ça que ça a quand même potentiellement changé, puisque les gens ont fait déjà cette démarche. C'est vrai que quand j'étais petit, tu vois, regarder des films doublés, tu dis, bah c'est normal, tu vois, c'est doublé, etc. Ça gêne pas. Mais une fois que tu as fait le switch, c'est tellement dur de revenir en arrière, revenir à des films doublés C'est le que monde. une fois que tu as fait Ouais, ce switch, c'est bah, infaisable. Ouais. cet anglais, tu vas l'apprendre en fait par force brute, quoi. Même si bon, ça marche pas, voilà, ça marche pas absolument pour tout le monde, hein. Moi, j'ai des personnes dans ma famille qui ne regarderaient jamais un film doublé et qui pourtant, on peut avoir du mal dans les conversations. Mais là, je pense qu'à un certain point, c'est un problème plus de pratique. Et je pense que le next step ensuite, c'est vraiment de te placer dans une situation où tu dois constamment parler anglais en allant à l'étranger. C'est ça. Donc, Et, je pense en fait, si t'es en France, bah, regarde des masses de films et de séries et après, allez, trouve un moyen d'aller à l'étranger où là, tu seras forcé, quoi. Si tu vas à l'étranger, t'auras pas le choix. yes. Donc, le programme pour aujourd'hui, on va parler de la Fnac. Ton produit a été vendu, enfin, tes produits ont été vendus à la Fnac. Est-ce que ça valait le coup? On va parler d'un arnaqueur, d'un bodybuilder et d'un trillionnaire. Autrement dit, les trois Sam.
tu nous as ajouté une section philosophique, le libre arbitre. Alors moi, j'ai essayé de faire un truc un peu sexy. Tu vois, l'arnaqueur, le bodybuilder, le trillionnaire. Toi, tu nous as mis une section sur la philosophie. Donc, on va voir si on perd pas tous nos auditeurs dès le premier épisode. Et finalement, une petite section sur est-ce que la crypto est en train de mourir avec des nouveautés qui sont arrivées cette semaine relatifs à notre ami CZ de Binance. Pour commencer, je voulais aussi te présenter, puisque voilà, bon, on va dire qu'on va supposer que les gens me connaissent. Sinon, vous allez voir Marketing Mania sur YouTube. Toi, les gens qui nous connaissent depuis Nomad Digital, puisque c'est une forme de reboot, te connaissent. Mais sinon, j'ai fait 3 bullet points et tu verras si tu veux en ajouter d'autres. Tu es quasiment à 30 millions par an sur Amazon sur la vente de tes différentes marques. Tu es une des rares personnes que je connais qui fait du vrai business de vraies personnes, tu vois, avec des bureaux en Chine, avec des vrais employés et tout, qui se déplacent, qui envoient des éléments physiques dans des conteneurs à travers le monde. Enfin, incroyablement compliqué. Et finalement, tu n'as pas de formation à nous vendre. Donc, du coup, on se demande pourquoi tu es là, quoi. Ouais, j'ai rien à vous vendre, je peux faire l'hormosie pour le coup. Mais ouais, c'est après ça. Et du coup, en Chine, effectivement, c'est assez. Bah, j'y vis dans 2 mois. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, à partir du 1er décembre, ils viennent de l'annoncer hier. Donc, si vous voulez visiter la Chine, maintenant, il n'y a plus besoin de visa. Ce qui est quand même pratique parce qu'avant, il fallait en faire à chaque fois. Euh, mais donc, j'ai toujours un peu cette différence où quand je suis chez moi, bah, vous voyez, le background, c'est pas rien de spécial. Où je suis sur mon ordi à taper sur mon clavier. Et après, quand je vais en Chine, bah, je vais dans nos bureaux et c'est genre 1200 mètres carrés avec un entrepôt, des machines de test. Maintenant, on a une ligne, qu'on appelle ça en français, une ligne d'assemblage, donc une ligne de production. Donc, c'est assez, Pour le assez prochain différent. épisode du podcast, tu peux pas faire comme Elon Musk. Quand il se fait interviewer, il est toujours derrière lui avec une énorme fenêtre. Et derrière lui, il y a les fusées qui sont en train de se faire construire et tout. Ça serait quand même plus cool là comme fond pour le podcast, pour nous donner un peu de légitimité, tu vois, de street cred. Je crois que quelqu'un a acheté quelques feux d'artifice. Vas-y. Ça- Ou sinon, ce Mais que par tu contre, fais, c'est sur ce qu'il fait tu Elon fais Musk, c'est un. assez stylé. Ouais, il fait, tu sais, où il se fait interviewer, il marche tu sais, dans son usine. Mais genre, l'interview, elle Ouais, dure 1 heure et il marche toujours parce que le truc, c'est énorme et il s'arrête jamais. Donc, je pourrais faire ça, tourner en rond dans notre bureau. Ouais. ça serait idéal. Euh, section 1, une section sur les tentatives ratées. Et du coup, sur cette histoire de la Fnac et de vouloir prendre ces produits qui se vendaient bien sur Amazon et de vouloir les amener en grande surface. Je ne sais pas si la Fnac, ça se compte comme une grande surface, en grande distribution. Une solution, ouais. Ouais. Bah, c'est souvent une question qu'on me pose parce que c'est un peu le Graal pour beaucoup. De rentrer en. Toi, parce que tu as l'impression que n'importe qui peut être sur Amazon alors que tu rentres chez Fnac Darty, c'est du sérieux. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ce soit ma famille ou mes proches, peu importe, on faisait déjà des très bons chiffres, mais c'est que quand on est rentré à Fnac et qu'ils ont vu nos produits tu sais, dans les rayons, ils ont dit, ah putain, Ouais. t'as réussi quoi. Tu vois, il y avait un peu. Donc je disais, ouais, non, c'est un peu de la merde Fnac. Donc C'est un là, peu la j'ai fait un merde peu le spoiler. en termes de volume ou en termes de global. Bah, c'est là qu'on peut remonter un peu en arrière pour que je donne un peu le Ok. background de comment on s'est retrouvé là-dedans. Donc tout a commencé en 2016. Ça remonte vraiment à très longtemps. Donc, redis-nous Euh, les chiffres que tu faisais à cette époque de vente. À cette époque, c'était vraiment petit. On devait faire, je pense, on a fini 2016 autour de 2 millions dans ces eaux-là. Mais ce qui se passait, c'est, et comme actuellement d'ailleurs, on vendait quasiment exclusivement sur Amazon. Et j'ai un ami à moi, Simon, qui venait se faire suspendre son compte en fait. Et donc, c'est Amazon qui te fait suspendre, c'est fini quoi. Enfin, potentiellement, tu reviens jamais, tu sais pas ce qui se passe. Et donc, D'ailleurs, lui, il était tu l'as, revenu putain, sur son compte ou il était il était dead pour revenu. toujours? Il était revenu, mais ça a pris 2 semaines, puis après, il s'est refait suspendre un peu encore après. Donc, il y avait plein de problèmes par rapport à ça. Euh, et surtout à l'époque, c'était vraiment. Ouais, c'est ça, enfin, ouais, tu pouvais disparaître. Maintenant, ils sont un peu plus sérieux par rapport aux vendeurs, mais à l'époque, c'était vraiment compliqué. Et donc, tu dis, bon, bah, il y a un risque existentiel business, il faut que je trouve des moyens d'y pallier, quoi. Et je me suis dit, bah, le retail, voilà, si je rentre en retail, j'aurais diversifié les ventes, et ainsi de suite. Et donc, je sais pas trop quand je Ce me qui trouve est en aussi le contact avec un conseil que gars tout le monde te donne, de te aussi. Ouais, ouais, diversifier, de ne pas prendre le risque, de ne pas t'appuyer uniquement sur une plateforme. et ça, d'ailleurs, je pense qu'actuellement, ça devient un peu. Ça perd beaucoup son sens, qu'en fait, en gros, dans nos business, et c'est très rare que ce soit pas le cas, tu donnes soit ta thune à Amazon, soit à Meta, soit à Google, soit à Apple, quoi, avec l'App Store. En réalité, je connais très très peu de. Ou si tu ne donnes pas la thune, au moins t'en dépends, tu vois, d'une de ces 4 plateformes. Mm. Euh, donc, actuellement, c'est quand même. C'est assez impressionnant, tu as des stats sur le nombre de dollars. En gros, quand une startup reçoit de l'argent, combien il donne à un de ces quatre. Et tu as genre, entre les serveurs AWS, tout le bordel, tu as genre 40% de l'argent investi qui repart dans ces 4 plateformes, quoi.
Donc, pour le coup, ils ont en gros, tu as cette dépendance. Mais donc, je me suis dit, on va essayer de rentrer en retail. Et je prends un call avec un gars qui me dit t'inquiète, je m'occupe de tout, ça va le faire. Je te fais rentrer à la Fnac Darty sous 2 semaines. Je connais le CEO Alex Bompard. On va le faire et ça va le faire. Et voilà. Par contre, ce que j'ai besoin de toi maintenant, c'est que tu me vires la moitié de la prestation aujourd'hui parce que moi j'ai beaucoup de boulot et donc je risque d'avoir un nouveau client demain et donc il faut que tu me transfères les 18 000 € aujourd'hui. Quoi. Donc, c'est la prestation totale, c'était 36 C'est et tu ça. devais faire un virement direct de 18. C'est ça. Et là, bon, vous voyez un peu le truc arriver, ça devient un peu obvious. Mais en fait, je pense que la combinaison du fait que c'est un mec, c'est un très bon vendeur. Donc actuellement, je ne vais pas le nommer, mais il est sponsor d'un gros podcast français. Sa boîte est sponsor et en fait, il fait de la formation de vente pour former des vendeurs. Donc je pense qu'il était très bon là-dedans. T'as donné assez d'infos pour trouver dans... C'est ça, mais je ne le nomme pas, donc... Ok. Mais... mais et donc, j'en étais où? Donc, c'est un très bon vendeur. La Ouais, combinaison de c'est un gros c'est bon un très bon vendeur vendeur. et Et t'as l'urgence, t'as la peur, t'as le c'est stress. ça, il était genre 20 h, toi, j'étais un peu fatigué, je me dis putain, c'est faut agir maintenant, toi, et t'avais ça en fait, et surtout, je pense, c'est la grosse raison, c'est quand tu prends la décision en étant un peu émotionnel, en étant un peu dans la crainte, en disant putain, ça se trouve, demain je suis suspendu, il faut vraiment y aller rapidement sur ce truc-là, on sait jamais. Donc, tout ça a combiné. Et aussi, j'ai aussi un truc maintenant que j'ai appris, c'est j'aurais dû déjà attendre le lendemain, c'est de base, et aussi demander à des gens, en fait, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que je suis en train de faire une grosse connerie? Est-ce que ça a du sens ou autre? Euh, mais donc, je lui transfère les 10 000 €. Est-ce qu'il devait arriver, ou ça s'est transformé un peu en sketch, où, où je crois que j'ai une communication totale de 3 emails avec lui. Le premier email, il m'informe qu'il est allé dans un magasin Fnac, qu'il a tchatché la vendeuse et qu'il a un super bon feeling, qu'il a choisi son numéro. Super, mon gars, je suis content de savoir que mon argent est utilisé à bon escient. Le second email, il me dit putain, j'ai trouvé un contact avec un gros acheteur d'une grosse plateforme, enfin c'est pas une plateforme, un gros site e-commerce qui s'appelle Grosbill, qui est, et je t'ai trouvé, bon par contre il a fallu raquer, hein, il fallait que je lui paye 1 000 € pour qu'il accepte de parler, mais voilà, ça c'est partie du jeu, et moi j'y suis allé, j'étais ok, et donc C'est je me retrouve déjà en un call peu avec ce gars. flag quand tu dois payer le mec pour avoir un appel avec lui, quoi. Ça veut dire que fondamentalement, il n'était pas méga intéressé par le truc derrière. Pas méga intéressé, mais ça peut ne pas être totalement délirant, toi, tu peux ouvrir des portes, toi tu peux. Mais donc je me retrouve en call avec cet Je acheteur peux de corrompre. Grosbill, et il me demande, bah voilà, c'est quoi vos volumes de vente, et bon, je me rappelle plus des chiffres, forcément, ça fait très très longtemps maintenant, mais j'avais dû lui dire un truc du style, peut-être on vend 1000 claviers, toi, et 1000 claviers, et il fait par an? J'ai dit non, non, par mois. Et en fait, il m'a informé que Grosbill vendait moins que ça, le site entier vendait moins de claviers que nous, juste sur Amazon, tu vois. On a juste notre marque. Et donc, tu vois un peu son visage, il est là, putain, c'est quoi ce bordel? Euh, et c'est trouvé que, de un, mon arnaqueur, là, il lui a jamais donné de la thune. En fait, les 1 000 €, il a juste récupéré pour lui. Et de deux, en fait, le gars de Grosbill, il allait se faire virer et la boîte allait en faillite. Et donc, en fait, il cherchait un boulot. Donc, en fait, moi, il m'a dit, ouais, c'est un mec super important, c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Et au mec de Grosbill, il a dû dire, peut-être que tu peux te faire recruter, tu vois, peut-être que c'est un truc pour rebondir, quoi. Donc, forcément, ça n'a rien donné. Et, euh, et le troisième email, c'est quand je lui ai demandé, ouais, bon, bah, au bout de 3 mois, il s'est rien passé, rends-moi l'argent. Et il m'a dit non. Et puis, et après, je suis un peu parti, j'ai commencé un peu à rentrer dans le truc juridique et je suis pas allé jusqu'au bout. Ce qui est, je pense, la leçon que j'ai par rapport au truc juridique, c'est en gros, soit fouiller à la fin, et vraiment, tu décides dès le début, j'y vais jusqu'au bout, c'est pour le principe, même si tu dois dépenser plus que ce que ça me ferait gagner, juste pour le principe, quoi. Soit tu vas jamais, et là, j'ai fait un peu un entre-deux. Euh, et donc, ouais, c'est mes, C'est-à-dire, mes t'as fait débuts quoi dans dans le l'entre-deux? retail, quoi. Bah, en fait, j'ai contacté des avocats, j'ai commencé à esquisser la question et autres. Et donc, ça a coûté un peu d'argent. Et ils m'ont dit. Hmm. Et en gros, l'idée, c'est que normalement, j'étais en droit de me faire rembourser en grande partie la prestation parce que c'était un passé. Mais et ça, c'est un truc intéressant. Toute la discussion, c'est sur le devoir de moyens ou devoir de résultat, en fait. Et c'est très important à comprendre. C'est que. Et bon, en l'occurrence, il n'avait aucun des deux. Parce que devoir de moyens, toi, tu peux pas dire qu'aller une fois à la Fnac pour parler à une vendeuse, t'as mis les moyens nécessaires, quoi. Hmm. Mais pareil, toi, par exemple, le fait qu'il m'a dit qu'il connaissait Alex Bompard, le CEO de la Fnac. Quand je le raconte, maintenant, je suis là en Il te mode, l'a dit que putain, à t'es quand même un l'oral. sacré couillon, quoi. De quoi? C'était à l'oral, ça. Il te Donc, l'a dit t'avais qu'à pas. l'oral, ouais.
C'est ça. Et en fait, tu avais juste en gros une facture ou prestation, faire rentrer, machin truc. Mais en gros, il a dit c'est du 50-50. Euh, et moi, je me suis dit, bon, c'est 50-50, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce que ça vaut le coup de mettre du temps de cerveau? Et j'ai décidé de juste accepter la perte et d'accepter que j'étais con sur le coup. Euh, mais, euh, mais oui, aussi, ouais, ça a été un peu une leçon sur le futur, quoi. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est la première partie, gros échec. On rentre dans la deuxième partie. La deuxième partie qui est plutôt on va dire un moyen échec, quoi. Où je rencontre, je crois, un Kong, un distributeur. Donc un distributeur, c'est quelqu'un qui va un peu gérer plusieurs marques et qui va être le contact avec les retailers, style la Fnac. Parce que la Fnac, ils n'ont pas envie de traiter avec 3000 marques différentes. Donc ils aiment bien avoir quelques distributeurs. Là aussi, ça amène pas à grand chose parce que le gars me dit ouais, c'est parti, on est chaud, on fait rentrer. Et au bout de 6 mois, j'ai aucune nouvelle et j'ai fini par l'appeler en disant bah, qu'est-ce qui se passe, qu'il répondait pas aux emails. Et il me disait ah, j'ai un autre de mes clients qui est en compétition avec vous, il veut pas que je vous fasse rentrer. Et donc plutôt que de me le dire ouvertement, il m'a juste fait poireauter pendant 6 mois. Euh, Par contre, il m'a donné un conseil à l'époque qui est un des rares trucs qui me reste un peu, qui tourne toujours un peu dans ma tête maintenant. C'est un conseil en termes de management, c'est d'être bienveillant mais exigeant. Et je trouve que c'est très solide comme conseil, quoi. Si tu arrives à bien allier les deux, tu peux pas trop t'égarer. Euh, donc, ouais. En gros, il m'a fait perdre mon temps, il m'a donné un bon conseil. Donc, ça, c'était, on va dire, l'étape d'après. Et enfin j'ai rencontré quelqu'un qui était plus sérieux, Marc. Lui qui était très chaud, qui était vraiment très motivé, qui disait il y a vraiment un truc à faire avec la marque. Et donc, on est rentré, on est finalement rentré chez Fenderty. Et le truc, c'est qu'en fait, on s'est rapidement trouvé dans une situation où le truc de ces trucs de distribution, en fait, l'idée, c'est qu'ils te font rentrer. Généralement, c'est pas trop difficile, ce sera un peu une exagération, mais ouais, c'est ça, c'est pas trop difficile. Et en fait, ils te squeezent à fur et à mesure. Toi, ils te donnent un prix, et après, ils font plein de petits frais, et après, ils renégocient ces frais constamment. Et un autre truc aussi qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont dire bon, bah, c'est Black Friday, on vend un stand spécial pour 30 000 euros, quoi. Et donc, tu dis, et toi, tu réponds non, je suis pas intéressé. Et ils sont. C'est optionnellement pas optionnel, quoi. En gros, Ok. en gros, si tu payes pas les 30 000 euros, peut-être que tes produits, on va un peu les planquer, toi. Peut-être qu'on va pas les Ouais. recommander. Et donc, tu as tous ces trucs-là qui font que le truc. Et ça atteint un peu son point culminant. On a vendu pendant peut-être 2 ans, on a fait peut-être quelques millions de CA, donc c'était pas Et dans ce mauvais. cas-là, tu étais dans On tous était les rentable. magasins ou tu étais dans juste certains? Non, après tous les magasins, ouais. Tous les Ok. magasins, mais seulement avec peut-être 4-5 produits. Ok. Euh, encore une fois, et aussi, on est un peu un concours de circonstances parce qu'on avait trouvé un acheteur qui était aussi intéressé pour nous faire rentrer. C'est très rare, en fait, la plupart des acheteurs. Parce qu'en fait, forcément, ce qui se passe dans un magasin, c'est que si tu mets quelqu'un, tu dois retirer quelqu'un d'autre. Toi, tu as un espace limité. Ouais. Donc, c'est la différence fondamentale avec Amazon, tu vois. Euh, et donc, on avait notamment un acheteur qui était un catégorie audio où on voulait rentrer parce qu'on avait les écouteurs qui se vendaient le plus en Europe à ce moment-là. Et le mec nous a dit qu'il voulait pas nous faire rentrer parce que de toute façon, Amazon, ça allait pas durer et que Fnac allait. Enfin, les gens allaient revenir en magasin, tu vois. Toi, il avait peut-être genre 55 ans par là, donc il était vraiment persuadé qu'en gros, toi, ouais, qu'en gros que Amazon ça allait s'écrouler bientôt et que ça allait pas tenir et qu'en fait tout le monde allait revenir à Fnac. Donc lui c'était mort déjà. Mais on a l'autre qui est dans la catégorie gaming qui était beaucoup plus jeune et qui était plus intéressé pour nous faire rentrer. Donc lui il était plutôt cool honnêtement. On a eu des bons contacts avec lui. Sauf qu'au fur et à mesure, ils essayaient un peu de changer les tarifs, changer un peu les différents frais, te faire payer des sortes de promotions autres. Et ça Et du atteint coup, son tu point faisais beaucoup culminant. moins de marge via Fnac que via Amazon? Surprenamment, non. Surprenamment, ça restait quand même pas mal. Ok. Mais ça devenait de plus en plus illisible en fait. Et notamment, ils ont un système Ok. de rabat qui est un peu casse-couille parce qu'en fait, c'est suivant ton volume de vente. Sauf que toi, tu ne contrôles pas ton volume de vente à la Fnac en grande partie. Tu vois. S'ils décident de te foutre dans le rayon tout en bas planqué, tu ne vas pas vendre. Et c'est tout un autre sujet aussi qu'on faisait pas très bien. C'est toute la partie un peu merchandising. S'assurer que les prix sont bien présents en magasin, qui sont bien displayés, qui sont bien montrés, affichés, pour que pour que ça donne envie quoi, d'acheter le produit. Euh, Et tu aurais quoi comme contrôle là-dessus? C'est le packaging? Non, c'est physiquement. Ouais, t'as le packaging, déjà, enfin, un packaging qui vend en magasin. Et pour nous, forcément, c'était un truc qu'on ne faisait pas chez Amazon. Donc, on a eu un beau packaging, mais rien de spécial. Alors que là, il faut faire bien attention que la tranche montre bien quel est le produit, parce que sinon, si t'as une tranche toute noire, les gens voient rien. Et ensuite, c'est même physiquement en magasin, limite, former les vendeurs à dire, former les vendeurs à dire, assurez-vous que les produits sont bien montrés comme ça, toi qu'il n'y ait pas à l'horizontale, à la verticale, ainsi de suite. Et Et donc, aussi, il même faudrait que toi, tu aies potentiellement, une équipe sur place qui fait le tour de tous les magasins Fnac et qui vient les former. Bonjour, aujourd'hui, j'ai le c'est commercial de ça. tel endroit, c'est ça?
Normalement, c'est le distributeur qui fait ça, mais encore une fois, nous, on Ok, n'était pas une marque prioritaire pour eux, et ouais. donc ils s'en fichaient un peu, toi. Donc, tu as ce concept dans la grande distribution, tu as de marques A, B, ou même C, et en gros, tu es traité très différemment. Entre si tu es Logitech ou si c'est nous, forcément, il y a un monde, quoi, en termes de comment tu es traité par la Fnac et par ton distributeur aussi, quoi. Euh, et donc ouais, et ça a fini par un appel où d'ailleurs, j'avais oublié que j'avais un appel avec eux, et j'étais au Japon à la montagne, et donc je vois j'ai mon téléphone qui vibre, je sors mon téléphone, et je rejoins l'appel et je commence à me faire engueuler pendant genre 30 secondes d'affilée par une fille Fnac. Genre, elle me dit bah, vous n'avez pas payé ça, vous n'avez pas payé ça, nous on peut pas travailler avec des gens comme ça, c'est pas sérieux. Et je me fais engueuler, me réengueuler. Et je pensais que bah, j'ai peut-être 23-24 ans. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait engueuler, toi. C'est rare comme de te faire, quand t'es un adulte, tu te fais rarement Ouais. genre crier dessus, toi. Et j'ai juste raccroché, toi. J'étais là, Ok. la fin de son truc, j'ai juste raccroché. Et effectivement, bon, forcément, ils l'ont pas très bien pris. Toi, et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est trop de. En fait, aussi, je pense que, notamment quand tu travailles en ligne, je pense que tu vis assez mal, en fait, de devoir avoir l'approbation de gens en derrière toi, un peu de. Comment on appellerait ça des. Comment on appellerait ça Ouais, limite des Des gardeurs bouncers, de quoi. porte. Ouais, ouais, C'est ok. ça, des gardes de porte. En fait, il faut leur plaire à eux pour qu'ils te fassent rentrer. Toi. Alors que Ouais, ouais, ouais. si tu vas sur YouTube ou si tu vas sur Amazon, tu mets ton contenu, il n'y a personne qui te dit t'as le droit ou t'as pas le droit. Quoi. Donc Et c'est le donc ça, truc, moi, je les pense gens que je le disent vivais ouais, la assez mal. Quoi. relation humaine et tout, mais en un sens, la relation humaine, la personne, elle peut pas aimer ta tête et tout. Alors que sur les plateformes qui sont plus impersonnelles, en un sens, tout le monde peut trouver sa place. Et si tu regardes beaucoup des youtubeurs qui ont popé, s'il y avait dû avoir un producteur qui les aurait validés ou non, ils auraient jamais été validés parce que leur concept était C'est trop sûr. bizarre. Et c'est juste de manière organique que ça a pu marcher. Et sur ce genre de plateforme, tu as moins cette place de pouvoir faire en organique. Et si tu n'as peut-être pas tous les bonnes connexions, etc., pour rentrer, tu es un peu dépendant d'un C'est individu, ça. quoi. Et il y a eu ce call-là, et en plus, un mois après, il y a le Covid qui a commencé. Donc je peux te dire que la Fnac, c'était en mode, bon, bah, tout ce qu'on peut scrap, on scrap, quoi. Ouais, Euh, ouais. mais en gros, après, bon, toi, je me moque un peu de la Fnac et autres, mais je pense que fondamentalement, t'as ce problème ils n'avaient pas besoin de nous, on n'avait pas besoin d'eux. Donc, tu étais un peu coincé dès le début, quoi. Ouais, Et je ouais. pense aussi, la Fnac, en fait, là où ils ont dû un peu pour eux, c'est un peu un mindfuck, c'est qu'il y a encore 10-15 ans, si tu étais une marque d'électronique que tu voulais vendre en France, tu devais passer par la Fnac, t'avais pas le choix. Toi, c'était vraiment. Tu sens, enfin, toi, c'était l'équivalent limite d'Amazon, la Fnac, quoi, en termes d'électronique. Ouais. Je pense, pareil, si tu avais des livres, pareil, tu avais plein de produits culturels autres. Et donc, ils ont gardé un peu, cette illusion de grandeur, toi. Ils comprennent pas que tu puisses leur dire non. En fait, bon, on s'arrête là. Parce que pour eux, tu es dépendant, ils sont habitués à avoir un rapport de force en leur avantage, ce qui est moins le cas maintenant. Euh, donc, il y a ça. Et aussi, le gros truc, c'est que je pense que maintenant, si je dois retourner en retail, j'irai que si j'ai un produit avec lequel j'ai un peu de levier, quoi. Donc, un produit que je sais qu'ils veulent, qui sera désirable en magasin, qui ramènera des gens en magasin. Et là, tu rentres de façon un peu plus. Dans un rapport de force plus égal et où tu seras mieux traité, où tu as plus quelque chose à faire, quoi. Donc le bilan, c'était quoi en termes de chiffre d'affaires sur la période? Honnêtement, je suis pas sûr, mais je pense que c'était dans l'ordre de 2-3 millions d'euros, je pense, en Sur 2-3 ans. 2 ans? Donc pour toi, Ouais. en fait, c'était tout petit par rapport à Amazon de toute manière. C'était petit et c'était dans le merde parce qu'en fait, tu dois changer tout le packaging, c'est chiant. Il faut que tu aies des stocks en Europe parce que pouvoir réagir rapidement, c'est chiant. Euh, et donc, et après, il y a certains produits qui vendent, certains produits qui vendent pas. Il faut changer tous les codes aussi. Donc, l'un dans l'autre, ça valait pas. Ouais, pour nous, c'était pas spécialement intéressant. Hmm. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'on l'a un peu fait à moitié aussi. Tu vois, un peu quand tu fais des trucs à moitié, tu sais jamais à quel point si tu l'avais fait correctement. Genre, je crois en interne, en 2 ans, on a dû avoir 7 personnes différentes qui ont géré le truc à un moment donné, toi. Ce qui n'a pas trop de sens. Aussi, nous, on l'a pas trop vécu, à part cet appel, on s'est fait engueuler. Généralement, quand on était en rendez-vous avec eux, ils étaient assez cordiaux, assez corrects avec nous. Mais c'est assez connu que la grande distribution, peut-être d'ailleurs plus que la Fnac, parce que la Fnac, ils vendent quand même assez cher, donc ils ont un peu de marge. Mais que la grande distribution en France, si tu leur fournis un Leclerc, ils vont te squeeze autant qu'ils peuvent. Et notamment, ils suivent beaucoup le modèle de Walmart. Et une des personnes que j'ai recrutées pour gérer la Fnac, c'est une personne avant qui vendait, qui gérait la vente chez Walmart, enfin, qui travaille pour une entreprise qui vendait chez Walmart. Et eux, Walmart, c'est incroyable. En fait, ils te font venir dans leur ville. Ils ont un headquarter dans leur ville, Wilmington, un truc un peu paumé. Et ils te donnent pas, genre, ils te disent pas, bon, bah, calendrier, vous venez 10h lundi, quoi. Non, vous venez de la semaine du 4 au 11, quoi. Et en fait, il faut que tu sois dans la salle d'attente de genre 8 heures
à 19h tous les jours à attendre qu'on vienne te chercher et qu'on dise c'est à vous de passer, toi. Et donc tu peux passer littéralement 40 heures de ta vie dans la salle d'attente avant que finalement on dise bah, c'est à votre tour de passer, quoi. Et encore une fois, c'est pour directement te mettre en rapport de force euh, compliqué. Et après, pareil, ils font des trucs à la con. C'est des petites pièces. Pareil, c'est des petites pièces. Donc, t'es vraiment physiquement proche, toi. Ils vont peut-être pas mettre la clim, ou au contraire, ils vont mettre la clim trop fort. Donc, ils ont tous ce genre de tactique un peu assez proche de l'interrogatoire de police, je pense, pour en gros, te faire craquer, te faire accepter des discounts et ensuite et te faire signer le contrat. Ce qui est Ouais. quand même un monde ouais, qui est particulier, quoi. Et tu disais l'autre jour le rapport avec la Chine, et tu disais que tu t'étais moins fait arnaquer en Chine qu'en France. Et Ouais, les Chinois, du coup, ont pas ces techniques de négociation agressives que vont faire la grande distribution, à ta connaissance? Non, alors, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Mais effectivement, c'est assez impressionnant parce qu'on te dit toujours, en Chine, tu vas te faire arnaquer, ça va vite. Euh, Nous, on s'est fait arnaquer peut-être une fois maximum en Chine. Et c'était même pas vraiment une arnaque, on s'est fait rembourser. Donc, ouais, bon, tu te fais rembourser, c'est pas grave, quoi. Et pourtant, on s'est fait arnaquer 2 fois en France, alors qu'on a fait quasiment jamais rien en France en termes de contrat. Euh, et je pense que tu as plusieurs facteurs. Euh, le premier, c'est aussi, pour être honnête, c'est qu'on a grossi tellement rapidement, les 3-4 premières années, qu'en fait, tous les fournisseurs ou autres nous voyaient comme cette fusée et ils étaient en mode, bon, bah, faut absolument qu'on reste accroché, quoi. En fait, faut pas qu'on perde, faut pas qu'on les perde, quoi. Donc, forcément, ils se disaient, c'est dans notre intérêt aussi de garder cette relation. Euh, et je pense aussi, après, ils ont un système réputationnel beaucoup plus fort qu'en France, je pense. En France, en fait, t'es prêt à aller au tribunal plus facilement. En Chine, c'est très très rare que tu ailles au tribunal pour ce genre de truc. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que autant te faire et aussi, ils vont rarement te mentir directement, quoi. Ils vont faire beaucoup de mensonges par omission, mais c'est très rare qu'ils te mentent ouvertement, alors que ça peut être le cas en France, quoi. Euh, Par contre, ils ont d'autres aspects où ils sont beaucoup plus. Par exemple, tout ce qui est autour de la propriété intellectuelle, eux, ils voient pas ça comme quelque chose de vrai, quoi. Pour eux, toi, nous, on Ouais. a un peu l'idée d'open software, eux, ils voient open hardware, toi. Et donc, tu peux très bien avoir un employé qui va copier un de tes produits, tu peux avoir une usine qui dit pas de souci, tu as l'exclusivité, et ils vont lancer le même modèle en changeant un peu la couleur, tu vois. Ils s'en foutent un peu de ça. Donc là par Mm. rapport à ça, tu peux pas compter dessus. Mais vraiment te faire arnaquer dans le sens où, par exemple, tu t'envoies de l'argent et tu n'as jamais ton produit, ou tu envoies l'argent, le produit de mauvaise qualité, ils refusent de l'améliorer. En fait, c'est beaucoup plus rare qu'on le pense, je pense. Euh, donc ouais, c'est assez surprenant, mais ça a été le cas pour nous. Ouais, tu voulais finir sur la Fnac, y aller en personne et créer la relation. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bah, c'est un peu les deux trucs. Donc, en fait, il y a avoir un levier, avoir un produit qui est vraiment la Fnac, Ouais. c'est intéressant d'avoir, donc tu rentres comme ça. Et de deux, ce que je disais, c'est en gros, moi, j'étais un peu. Ça me faisait chier d'avoir une relation avec un l'acheteur, toi. C'était un peu ça l'idée, Ouais. c'est en gros, bon, bah, toi, la transaction a du sens. Et je pense que si tu as cette approche-là et que tu restes un peu sur le mindset un peu Amazon, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que tu prennes un peu de tien si c'est pas naturel pour toi et que tu es en personne et vraiment, toi, tu crées cet enthousiasme et tu crées un peu cette relation qui fait que la personne va vouloir travailler avec toi, quoi. Mais Ce du coup, qui est est-ce qu'il encore y une aurait fois un très différent scénario de ce qu'on pour fait nous. toi où il y aurait du sens de vendre à la Fnac, en fait? Est-ce que le volume, en fait, de vente est là pour que ça ait du sens pour toi? La fac, c'est gros, hein. Alors, faut vérifier rapidement, je crois que c'est 2-3 milliards par an de revenus. Ouais. Donc c'est encore énorme. Et encore une fois, l'avantage, c'est que c'est sur un supply limité. Toi, tu as combien de références en Fnac en électronique? Bah, 1000, 1500, je sais pas, peut-être même moins. Donc, tu as combien de. Soit tu as un clavier, tu as combien de claviers? Tu as 8, 9, 10, 11, 12. Hmm. Alors que sur Amazon, tu as 500, quoi. Donc, une fois que tu es dedans, toi, nous, on vendait que 4-5 produits. Et je pense que le plus long, 3 produits, toi, on faisait quand même quelques millions. Donc, ça montre quand même que tu as cette puissance-là, potentiellement, une fois que tu y es. Et une fois que tu y es, pareil, tu peux y rester très longtemps, quoi. Ok. Euh, donc moi, à terme, notamment ce qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est qu'on design nos propres produits et on les fait de A à Z. Et on a des produits qui sont aussi... Et aussi, ce qui intéresse Fnac, c'est les produits un peu plus chers aussi, toi. Ok. Si tu veux le moins cher, tu vas Donc, sur donc, Amazon, et donc tu ils ont un peu reviendrais à accepté la ça, quoi. Fnac avec un produit plus unique, plus cher, mais tu le referais. C'est ça. Et je pense en y allant en personne et en essayant vraiment de faire le truc bien, quoi, dès le début. Ok. Ok. Parlons maintenant des trois Sam. Le premier, évidemment, hein, tout le monde en a parlé sur les dernières semaines, c'est Sam Altman. Et ta remarque, c'était qu'on avait raté notre opportunité. Bah, le podcast s'appelle Le Trilliard. Et je pense que si tu as une chance dans cette décennie d'être trilliardaire, c'est si t'es à la tête de OpenAI, quoi.
Parce qu'une fois qu'ils ont AGI et qu'ils contrôlent le monde entier, bah voilà, c'est combien le PIB mondial, je sais pas, peut-être 10 trilliards, t'as facilement moyen de capturer 10% de ça, tu vois. Donc on a un peu loupé cette occasion. Euh, et ouais, j'ai pas, j'ai réalisé trop tard, tu vois. C'est passé trop vite, j'ai pas le temps d'envoyer ma candidature, et donc forcément bah, si tu candidates pas, t'es pas pris. Hein, Ouais, c'est joué juste à ça finalement, hein, sinon c'est juste ça, hein. c'était entre J'ai envoyé mon toi CV, c'était bon, hein. entre C'était toi réglé, quoi. et Sam Altman. Euh, donc c'est assez fou. Donc pour les gens, j'imagine que tout le monde a plus ou moins suivi, mais en gros, le vendredi à 4 heures de l'après-midi, le conseil de direction de OpenAI, qui est en fait une organisation caritative, enfin un non-profit en américain, qui possède et contrôle la LLC, qui est la startup avec les ingénieurs qui créent ChatGPT, etc. Mais en fait, ils sont dirigés et contrôlés par un board de non-profit. Et en fait, on s'est tous rendu compte que OpenAI, la startup la plus rocket ship au monde, est contrôlée par 5 personnes sur un conseil de direction qui ne possèdent pas de part, qui ne sont pas investisseurs dans l'entreprise et qui sont juste des gens qui sont là pour faire respecter la mission. Et la mission de Notamment la femme OpenAI, d'un acteur. Genre absurde, quoi. Enfin, la femme d'un ouais, acteur. Et que Microsoft, qui pourtant est shareholder, enfin, ils ont pas de ils ont, place au ils board non ont, plus, quoi. ils ont aucune place. Et, Que et la blague que dans je les trouve marrante documents aussi, d'investissement, vas-y. c'est quoi? C'est que, tu sais, il y a cette idée, en fait, il faut créer l'alignment avec l'IA, toi. En gros, si on crée une AGI, donc une IA surpuissante qui peut tout contrôler le monde, il faut absolument qu'en fait, on crée un alignement entre ce qu'on veut et ce qu'elle va faire, quoi. Et il y a toute la fameuse, je crois qu'on parlait dans une vidéo, le truc de, bah, si on lui demande de maximiser le nombre de trombones qu'elle fait, trombone, c'est ça qu'on appelle? Je crois que c'est Ouais. ça. Paperclip, et bah, potentiellement, elle va tuer le monde entier. Si tu as je sais pas, du métal dans quelque part, elle va juste ouais, elle va massacrer la planète. Et donc, l'idée, comment tu alignes pour en sorte que ça se passe bien. Et la Et ça, blague, c'est un peu, correct à je pense que c'est assez 2000%. vrai. Ça, c'est vrai, c'est un vrai problème. Et en fait, tu te rends compte qu'un board de 5 personnes, ils sont même pas capables de s'aligner, toi, comme des connards, quoi. Donc, tu te dis, putain, si c'est eux qui gèrent l'AGI, on est un peu dans la merde, quoi. Y a quand même tu te dis, putain, en termes de. Toi, c'est censé être des gens intelligents, des gens posés et autres. Et le truc, c'était un clusterfuck. Enfin, c'était n'importe quoi. Et c'est un peu inquiétant que ce soit potentiellement ces gens-là qui gèrent notre prochain maître à tous, quoi. Donc il s'est fait virer le vendredi. Après le lendemain, il dit OK, je me casse, je vais chez Microsoft. Tous les employés, sur 700 employés, 500 ont signé une lettre en disant on va aller avec lui, on va tous aller chez Microsoft. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que Microsoft a une licence perpétuelle pour la technologie de OpenAI et récupère Mhm. le PDG et tous les employés. Donc en gros, l'OpenAI de base est dead. Et du coup, il a pu négocier un deal pour revenir avec un nouveau board, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'explicitement, a priori, euh, tout ce truc, bah, y a le truc de gouvernance en fait, qui est assez hallucinant, mais tu te rends compte régulièrement de ça sur le fait que dans l'affaire FTX, par exemple, les investisseurs n'avaient aucun contrôle. Ils n'avaient pas de site sur le board, mais en fait, il n'y avait pas de board. C'était juste Sam qui prenait des décisions qu'il voulait et tout. Ouais. Il n'y avait aucun contrôle, ils avaient vu aucun élément financier qui était audité, etc. Oh, due Que diligence, quand ça, tu as c'est incroyable. une Ouais. startup qui a de la croissance, les mecs, ils peuvent dicter l'ensemble de leurs Les termes termes qu'ils veulent. Ouais. voilà, open, tu vois. Et que sur les documents d'investissement de OpenAI, il y a marqué on ne peut pas garantir que vous aurez un retour, il faut voir tout investissement dans OpenAI comme une donation. Et Microsoft, là-dessus, a investi quelques dizaines de milliards sur ce type de garantie, juste parce que c'est tellement gros qu'ils ne peuvent pas se permettre de passer. Tu vois le leverage, l'effet de levier que peut avoir un fondateur euh, là-dessus. L'update là-dessus, à mon avis, c'est que en fait, Sam Altman est vachement machiavélique, en fait, qu'il a vraiment joué son truc, qu'en gros, il mettait pression sur le board pour essayer de faire tout un tas de magouilles, mais jamais en croisant une ligne où on pouvait vraiment dire, OK, là, le mec, il a merdé. Et que donc, le board, les grosseurs qu'ils ont fait en termes de communication, c'est qu'ils ont dit, bon, bah, on le vire sans prévenir personne, sans avertissement, parce qu'il n'a pas été candide en anglais. Donc, il n'a pas toujours été Mhm. transparent avec nous. Mais sans donner aucun Mhm. exemple, sans donner aucun détail, etc. Ce qui, en fait, se dit, Y compris aux de la employés, part ils ont rien dit aux employés. En gros, ils se disent on a viré votre CEO juste parce qu'il n'était pas candidat. Ils ont rien dit de plus sur les employés. bah, C'est en pour ça fait, si qu'il y tu a le pas dis eu aux 500 employés, sur 700 tu qui. le dis au monde entier, tu vois, parce que Ouais. ça va leak. Mais en gros, tu peux pas publiquement dire ce mec-là qui est devenu une célébrité mondiale, on va le jarter et faites-nous confiance. Il y a une bonne raison, quoi. Tu peux pas faire ça. Faut vraiment Mhm. pouvoir avoir un élément derrière de justification parce que sinon, ça, bah, les gens n'acceptent pas en fait de ne pas comprendre et qu'on leur explique pas.
Donc, du coup, au niveau des employés, c'est pas passé. Au niveau des investisseurs non plus. Et en fait, tu vois, même dans le scénario où ils pouvaient garder leurs employés, en fait, ils sont totalement dépendants aujourd'hui de l'argent de Microsoft pour pouvoir continuer à entraîner leur modèle et pour pouvoir financer ChatGPT, etc. Ils brûlent encore beaucoup de cash, ils sont dépendants de l'argent. Évidemment, si Sam Altman part chez Microsoft, Microsoft ne va plus investir dans OpenAI, donc ils sont dead de ce côté-là. Donc, je ne sais pas trop, en fait, quel était le plan, le meilleur scénario pour eux, ce qu'ils Je imaginaient. pense pas Et qu'il donc, l'ait une hypothèse, planifié en c'était juste avance. qu'ils Par contre, voulaient... ouais. Ouais. Une hypothèse, c'est Je qu'ils pense voulaient pas qu'il l'ait juste tuer planifié en OpenAI. avance. Non, je pense Je pas qu'il pensais l'ait que c'était... planifié en avance. Par contre, je pense une fois que ça s'est pas produit, il a maximisé ses. Et je pense, mais surtout le board, en fait, c'est. Enfin, il y a plein de trucs qui sont. Déjà, je pense qu'ils ne sont pas rendus compte de la niveau de loyauté qu'il y avait pour Sam Altman. Je pense qu'ils ont totalement foiré là-dessus. Parce que tu vois, tout le monde veut se barrer directement. Quoi qu'il arrive, c'était mort, tu vois. En fait, à partir du moment Ouais. où tu as 500 sur 600 personnes qui veulent se barrer, en plus que tu as Microsoft qui a le droit à toute la tech et autres, en fait, c'est ce qui s'est passé. OpenAI se retrouvé comme une coquille vide. Et Microsoft, ils auraient possédé 100% d'OpenAI, du coup, le nouveau OpenAI, toi. Enfin, la nouvelle boîte à la place au sein d'Amazon, au sein de Microsoft. D'ailleurs, ça aurait été encore mieux pour Microsoft potentiellement, toi. Ils auraient pu posséder 100% si c'était allé jusqu'au bout le truc. Et là, je crois qu'en fait, ils ont juste revert ça, ils ont juste revenu à comme c'était avant, juste en changeant le board un peu. Et du coup, tu as les gens qui ont jarté Sam Altman qui vont se faire virer, eux. Euh, et je pense, à mon avis, c'est une décision qui a été prise genre 24 heures, n'importe comment. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une énorme planification, quoi. Mais je pense en fait qu'ils avaient des bonnes raisons, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas les expliquer. Euh, Pourquoi il ne peut pas le dire? C'est ça qui me. Parce qu'en fait, il y a en- en gros, tu as deux grandes idées. Une, c'est qu'en fait, au sein d'OpenAI, ils ont trouvé, ils arrivent à AGI, donc là, ils pourraient avoir cette super intelligence qui serait potentiellement très dangereuse, et donc ils veulent le caper là-dessus. Mais ça semble pas vraiment le truc très candide, ça semble pas très clair, quoi. Et l'autre truc, c'est juste qu'ils étaient peut-être un peu vexés que Sam Altman prenne tout le crédit, prenne toute la place, et je sais pas. Ouais. je pense qu'il y avait un aspect où ils pensent que Sam Altman ne gère pas les choses avec suffisamment de sécurité et de précaution en termes du Mhm. développement. Pas forcément qu'il y ait une découverte précise qui fait cet élément, et qu'en fait, effectivement, il est pas transparent avec eux, mais d'une manière où en fait, systématiquement, il nous a dit ça, mais en fait, c'était ça, et que eux, ils sentaient que s'ils faisaient cette liste-là, ça allait avoir l'air très mesquin. Est-ce que tu as entendu parler de ce que Sam Altman avait fait au niveau de Reddit? Non, ça me dit rien du tout. On me racontera, je connais pas. Donc, il y a une anecdote, en fait, où Reddit, ça avait été acheté par Condé Nast, un espèce d'énorme conglomérat enfin, tu vois, de médias, quoi, de Mhm. magazines, de machin, un truc qui est très ancien, qui évidemment ne savait pas quoi faire de Reddit, ils avaient racheté ce truc-là. Et que Sam Altman avait créé un plan à l'époque où il était directeur de Y Combinator, Aussi, ouais. il leur avait dit, OK, prenez ce mec-là pour gérer Reddit. Et ensuite, le mec qui gérait Reddit leur a dit, OK, on pourra jamais construire Reddit si on donne pas de l'equity à nos employés dans Reddit, parce que dans la Silicon Valley, il faut donner de l'equity, sinon on ne peut pas construire une boîte, etc. Ils ont donné de l'equity. Et petit à petit, en fait, ils ont fait sortir de l'equity à différentes périodes, ils sont mis dans une position où, en fait, ils ont réussi à complètement sortir Reddit et remettre, en fait, les fondateurs d'origine. Donc, les fondateurs d'origine ont vendu Reddit, et après, ils ont récupéré l'equity, ils ont récupéré Reddit de ceux qui l'avaient acheté. Et pas mal de gens disent que Sam Altman avait en fait un rôle central là-dessus, que c'est un personnage finalement assez fort, assez machiavélique. Et que du coup, dans la communication Pareil, il avec dit le qu'il a board, 0% d'OpenAI. Il l'a dit ouvertement, il a 0% d'OpenAI, il a rien. il a pas Et de ça me part dans paraît étrange, OpenAI. Ouais. toi. Ça me paraît étrange qu'il n'y ait pas un mécanisme autre. Toi, un truc un peu, un deal avec Microsoft, je sais pas, mais que ça me soit vraiment 0-0, quoi. Bah, il n'a pas Je de trouve ça part assez dans étonnant. OpenAI, mais il est en train de monter plein d'autres boîtes qui vont vendre directement à OpenAI. Notamment, il lève de l'argent avec les Saoudiens pour construire une entreprise qui va créer des puces pour Ok. ensuite les vendre à OpenAI. Tu vois. Et c'est lui qui lève de l'argent. En gros, il a des side projects qui bénéficient directement de OpenAI. Il a aussi un autre projet où il veut créer du hardware, un peu comme le PIN AI. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ce truc-là, mais je trouve ça très, très, très bizarre, le PIN AI qu'ils sont en train d'essayer de vendre. Parce que je ne comprends pas pourquoi c'est pas juste tes AirPods ou ton Apple Watch. Tu interagis avec la voix, avec quelque chose, mais ça existe déjà. Et ça a été créé par des ex-Apple. Et je ne comprends pas du tout. Je pense que le seul truc, c'est une Apple Watch avec une caméra dedans. Et je ne comprends pas comment ils s'imaginent qu'ils peuvent prendre en fait une part de marché sur le device et que c'est pas Apple qui va dominer cet élément-là. Et Altman, a priori, a un autre élément là-dessus. Alors potentiellement pour lui, ça peut avoir du sens si il crée un hardware qui a une licence exclusive pour OpenAI ou quoi. Mais il a plein d'espèces de side projects où lui, il a des parts, donc il n'est pas non plus là pour l'altruisme.
Euh, Et il y a quelques mois, toi, tu avais donné je sais plus combien de pourcentage de chances que ce soit l'apocalypse. Est-ce que tu as ouais. baissé ou t'as monté tes chances ou tu as toujours la même idée à peu près en termes de probabilité Ouais, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Je sais que beaucoup de gens sont extrêmement résistants à ça parce qu'en fait, je pense que la plupart des gens ont juste un biais de normalité qui est extrêmement fort en fait. C'est que le monde Mhm. va continuer à Mhm. plus ou moins ressembler à ce qui ressemble et dès que tu leur dis il va se passer un truc bizarre, ils disent mais non, ça va jamais se passer, c'est de la science-fiction, mec, t'as trop regardé Terminator, t'as trop fumé, etc. Sans se rendre compte qu'en fait, si tu regardes le monde au cours des 100 dernières années, bah, il se passe tout le temps des trucs vachement bizarres, vachement chelous. Quoi. Tu vois, si un jour on t'avait dit qu'il y avait des mecs qui allaient prendre un avion et les mettre dans les tours à New York, tu vois, on se serait dit, mais c'est de la science-fiction, ça n'arrivera jamais. En Mhm. fait, tous ces éléments-là, ils se sont arrivés, tout un tas Même de guerres Internet, ça n'a cheloues. aucun sens, tu vois. Ouais, Le téléphone, Internet, ouais, les ondes jusqu'à il y a ouais. encore 100 quelques années, personne n'a C'est de dit la qu'il y a un magie, truc dans quoi. l'air. Ouais. Enfin, les ondes, c'est. Enfin, la radio, tu penses, t'imagines la radio, t'entends quelqu'un. Enfin, c'est absurde, tu vois. Donc, je suis d'accord, je pense qu'on n'est pas très bon pour imaginer ce qui pourrait être, ce qu'on ne sait pas Et, encore. et donc, du coup, je pense que si tu réfléchis sur la base des premiers principes, qui est de dire la technologie continue à s'améliorer de manière régulière, en fait, les gens ils se disent, ok, si on a trop de technologie et tout, ça va tuer des emplois. Mais en fait, le truc, le problème, c'est si on a une technologie qui peut remplacer tous les emplois, le problème, c'est pas, ah mon Dieu, comment on va faire pour gagner de l'argent. Le problème, c'est on a créé une intelligence annexe qui peut faire tout ce que nous, on peut faire, mais en mieux, en plus vite, sans dormir, sans problème d'humain, de Mhm. limitation, etc., etc. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que nous, on continue à exister, en fait. Et c'est vrai que cette question de l'alignement, c'est de dire, OK, on peut créer ce truc qui va devenir de Qui plus sera en à plus notre intelligent, service. donc à un certain point, devenir beaucoup plus intelligent que nous, et on Mhm. peut le contrôler. Mais comment est-ce qu'une intelligence inférieure contrôle une intelligence largement supérieure? Comment est-ce que, tu vois, Mhm. des souris pourraient contrôler les humains? Et le point de dire, tu vois, quand on parle de AGI, c'est que la technologie, elle avance. Donc, c'est pas de dire, OK, on va créer un truc qui est aussi intelligent qu'un humain. Parce qu'en fait, si tu as créé un truc qui est aussi intelligent qu'un humain, tu sais que dans 2 ans, bah, il est beaucoup plus intelligent et que dans 10 ans, il est exponentiellement plus intelligent. Enfin, c'est juste comme ça que la technologie fonctionne. Donc, à moins d'avoir une Ouais, bonne enfin, raison de on ne penser sait rien à ça. qu'il va y avoir Il un pourrait cap, avoir un plafond à un moment. il peut y Ouais, avoir il un pourrait avoir un plafond. plafond à un moment, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas de raison de penser que ce plafond, tu vois, les gens disent, ouais, bah, du coup, ça m'a l'air bizarre, donc je pense qu'il y aura un plafond, mais il n'y a personne qui a un argument pour dire pourquoi il y aura un plafond. Il y a des gens qui disent qu'on va plus avoir assez de data, mais aujourd'hui, les travail sur les modèles, c'est pouvoir entraîner des modèles avec moins de data. Et de toute manière, Mhm. il y a suffisamment aujourd'hui de data, beaucoup plus de data aujourd'hui que ce qu'un humain peut consommer. Donc, du coup, si tu dis, OK, tu peux avoir une intelligence qui apprend aussi bien qu'un être humain, mais qui va consommer 1 milliard de fois plus de data parce que c'est juste la capacité qu'elle a, comment est-ce qu'elle n'est pas 100 fois plus intelligente que la personne normale et réplicable à Mhm. l'infini et qui réfléchit 100 fois plus? Tu vois, il y a pas mal d'éléments, on dit, je ne peux pas prédire exactement la technologie. Il est possible qu'il y ait un cap à un moment donné, une asymptote qui se fasse, voilà, soit un truc de data, soit un truc de compute, soit un truc d'algorithme qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de raisons d'y penser. Et que si cette technologie progresse, il faut vraiment se demander pourquoi est-ce que l'humain continue à rester ou comment est-ce que l'humain peut être concurrent en fait. Même si tu dis pas, ok, l'IA va. Les gens disent l'IA va pas devenir consciente, etc. Elle n'a pas besoin de devenir consciente en fait. S'il y Mhm. a une bombe nucléaire qui Si explose, elle la a un bombe nucléaire n'est but, pas consciente. ouais. Un tsunami, c'est pas conscient et ça peut créer des dégâts, tu vois. C'est-à-dire que si l'IA commence à faire des trucs que nous on comprend pas, et ben on est là à essayer d'être concurrent avec. Si l'IA commence à rentrer dans des éléments, et c'est juste le capitalisme, et juste l'IA est tellement plus intelligente qu'elle commence à contrôler toutes les ressources, etc. Et que nous, on est de plus en plus, un peu comme, tu vois, quand les Américains ont conquis l'Ouest et que tous les Indiens étaient de plus en plus dans des réserves et que leur territoire baissait de Mhm. plus en plus et que leur mode de vie disparaissait parce que les ressources, elles étaient prises par des gens qui étaient plus forts et qui avaient des fusils et qui étaient plus nombreux, etc. Ils pouvaient rien faire, en fait. Et je pense qu'il y a une probabilité significatif que ça se produise. Alors, je pense un peu ce que j'avais donné dans la vidéo, tu vois, mais un truc, je pense, un tiers de chance environ que ça puisse se produire. Ça me semble pas délirant sur les premiers principes, tu Dans vois. quoi? Dans Même les si, en 50 fait, ans? Si tu veux mettre une ouais, timeline dans les moi, je l'avais 50 dit ans, dans les, c'est pas dans possible. les 100 prochaines années, tu vois, mais je pense dans les Ok. 50 ans, 50 à 100 ans, c'est compliqué, en fait, à un certain point, de penser à la Mhm. nuance de qu'est-ce qui peut se passer Et dans encore, 75 ans, mais pas dans le truc 50. qui est difficile à comprendre, c'est que ça peut aller lentement, lentement, et d'un coup, toi, en fait. L'idée, c'est que justement, une Ouais. fois que ça atteint un certain cap, là, enfin, c'est là que ça peut s'accélérer et que ça peut le truc, c'est qu'en une nuit, ça pourrait partir Ouais. hors de contrôle, quoi. Et donc, Est-ce ce que qui est ça change des vraiment choses sur la façon intéressant, dont tu vis ta vie, quoi? fondamentalement, non. Parce que, en Ok. gros, si tu veux, si on te disait aujourd'hui, Tu ah, pourrais dire, écoute, je dois tout lâcher et je dois ralentir le truc. Je dois mettre tous les moyens que j'ai, même si c'est pas grand-chose,
pour ralentir le truc. Tu pourrais dire ça, tu Tu vois. pourrais. Tu pourrais dire Tu maintenant, pourrais mon dire but, ça. c'est. C'est une des réactions. Mais en fait, si on disait, tu vois, écoute, mauvaise nouvelle, on a fait un test d'ADN sur toi. Il y a 30% que d'ici 15 ans, tu te chopes un cancer et que tu meurs. Tu vois. Tu dirais, 30%, c'est pas 100% de chance. Tu vois. Je ne peux pas non plus vivre, Inch'Allah, je vais dépenser tout mon Mhm. argent et tout. Parce qu'en plus, de toute manière, même dans ce cas-là, tu aurais des enfants qui survivent et tout. Donc, tu ne peux pas non plus dire, OK, je lâche tout et je pars totalement en couille. Et 30%, c'est suffisamment pour potentiellement te faire réfléchir à dire, OK, ouais, faut que je profite du moment présent, mais pas assez pour changer radicalement ta manière de vivre. Tu vois. C'est un peu la manière dont j'y réfléchis. Donc, après, sur la question de quoi faire, est-ce que tu te dis, en fait, s'il y a 30% que le monde finisse, il n'y a rien d'autre dans ma vie que je puisse faire qui a autant d'importance que d'arrêter ça. Et je Mhm. pense que c'est un calcul qui a du sens. La question, c'est en fait, fondamentalement, qu'est-ce que tu peux faire? Et moi, je suis pas une personne qui croit trop à Quel est l'activisme. ton Tu niveau vois, d'influence? Ouais. une personne qui va faire, ouais, on va faire des manifestations, on va changer, tu vois, on va faire du lobby auprès du gouvernement. Enfin, moi, je pense pas que ce soit ma grande Non, force mais d'aller tu faire du pourrais, lobbying genre, auprès du gouvernement. assassiner Sam Alpin, tu vois. Tu l'assassines, ça envoie le bon message. Toi, c'est Bah, je efficace. pense, je Je pense pense que que, tu je fais. pense que ce serait extrêmement contre-productif. Mais Tu penses euh, contre-productif? Ah, ça ferait un peu bah, un martyr, peut-être. ça ferait un martyr. Ça, c'est- Ça décrédibiliserait entièrement le mouvement des gens qui veulent ralentir en disant, vous voyez, on vous avait dit que c'était Des des tarés. gens qui détestaient la technologie, etc. Alors qu'en fait, la plupart des gens qui ont été les pionniers de on est inquiet face à l'IA n'étaient pas des anti-technologistes, mais en fait étaient des technologistes, des gens qui passaient leur vie à réfléchir à Mhm. toutes ces questions, notamment Bostrom, Yudkowsky, etc. C'est des gens qui sont pas anti-technologie, c'est juste des gens qui ont en fait essayé de réfléchir sur les premiers principes et qui étaient un peu des gens bizarres qui ont suivi en fait le raisonnement jusqu'à sa Et en conclusion. fait, jusqu'au bout, et que théoriquement, ça se finit toujours mal, quoi. En fait, l'idée, Ouais. c'est qu'en fait, y a pas de, on pourra Euh, jamais aligner, on et finira donc, par, du coup, par bah, river le d'accord. truc, c'est qu'ils disent pas forcément qu'on peut jamais aligner, mais ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur, en gros, en théorie, comment est-ce qu'on alignerait, et tous les éléments évidents. Donc, la plupart des gens sont vraiment au niveau -1 là-dessus. Ils sont genre, bah, c'est juste du code, donc il suffit juste de programmer pour qu'ils fassent pas le truc. Alors qu'aujourd'hui, genre, ChatGPT, il n'est pas aligné. Enfin, tu peux dire des choses à ChatGPT que OpenAI ne voulait pas dire. Tu peux faire des prompt injection pour faire liquer des trucs. Enfin, c'est pas du code en fait. Comme c'est un neural network, il dérive des principes, mais tu peux pas juste le coder Mhm. en mode ne tue pas des gens. Tu peux pas en fait faire ça. Et du coup, tous ces éléments-là, donc ça c'est l'élément le plus naïf, mais de plus en plus, ils ont essayé de trouver des concepts et des théories de comment est-ce que tu pourrais aligner une IA. Et en fait, ils n'ont jamais trouvé un élément où ils se disent, OK, c'est comme ça qu'on va faire. Donc actuellement, c'est un problème qui n'a pas de solution. Évidemment, il y a toujours la question de est-ce qu'une solution arrivera plus tard? Est-ce qu'une solution arrivera avant qu'il soit trop tard? Ou est-ce que le truc va caper? Et en gros, l'alternative, si on n'a pas de solution d'alignement, c'est à un moment donné de dire on va décider que c'est fini, on arrête. On ne peut plus entraîner des modèles au-delà d'un certain niveau et on fait une pause où on s'arrête ici. Et Et au on arrive un départ, les peu gens au disent truc nucléaire, quoi. C'est qu'en fait, il faut que ouais, les États se fassent confiance entre eux ouais. pour tous synchroniser Et là-dessus, quoi. se Et faire c'est pas confiance. impossible, hein, c'est pas. Mais où Ouais. c'est moins absurde que ça semble, c'est de la manière où le domaine nucléaire, tu peux contrôler en fait de l'uranium parce que l'uranium, il se trouve pas dans ton jardin. Pour entraîner des énormes modèles, il faut quand même des puces extrêmement avancées. Et là-dessus, ils ont Est-ce que créé tu un es sûr de contrôle. ça? Parce que Aujourd'hui, ces justement, c'est puces, un ils peu peuvent la pas les vendre théorie. en C'est Chine. qu'en fait, ce serait pas en fait si difficile que ça. En fait, justement, l'idée, c'est que potentiellement, quelqu'un avec quelques milliers d'euros pourrait avoir une AI qui soit déjà dangereuse, quoi. Alors que bombe nucléaire, faut quand même y Bah, aller, quoi. dangereuse, mais un truc super intelligent qui Peut-être va pas. détruire le monde. Ouais. Euh, et probablement, ça va sortir d'un gros labo, d'une personne qui a énormément de Mhm. puissance de calcul. Et donc, ces puces-là, elles peuvent être contrôlées. En fait. Donc, il existe des moyens de contrôler. La question, c'est est-ce que tu peux contrôler pendant 100 ans? Ouais, pendant 200 ans peut-être. Est-ce que tu peux contrôler à l'infini en fait? Parce qu'une fois qu'on se dit ça, une fois qu'on se dit on peut pas aller au-delà de ce niveau, parce que sinon c'est trop dangereux et on est hors contrôle. Est-ce que tu imagines que tu peux contrôler pour le restant de l'histoire humaine ou qu'est-ce que tu fais? Tu vois, il y a Du vraiment coup, tu as une le même question thème après avec qui la bombe arrive. nucléaire, en fait. T'as le même thème avec la bombe nucléaire, c'est qu'en fait, chaque année, il y a peut-être 0,03% de Ouais. chance qu'il y a un abruti qui envoie une bombe. Et en fait, tu dis, bah, sur l'infini, il y a un moment, ça va péter, quoi. À un moment, ça va arriver. Ouais. Et donc tu retombes sur l'argument Elon Musk qui est il faut devenir une espèce multispatiale pour Ouais. se sauvegarder contre le risque existentiel, tu vois. Qui du coup fait beaucoup de sens. Et d'ailleurs, Elon Musk, bien sûr, est une personne qui a depuis très longtemps réfléchi au risque de l'intelligence artificielle, qui a contribué à la création et Et qui a lui été un qui des veut qu'on premiers financeurs ralentisse. de Ouais. OpenAI. Euh, et je pense que C'est Elon pareil, j'aurais Musk, le pour seum à tout. sa place. Il a quand même filé 40 millions. Il a quand même fait un 40 Ouais, millions et c'est juste fait jarter, quoi. Parce que ouais. c'était non-profit. Pour ensuite que l'OpenAI, qui est pas resté open, qui était non-profit, qui est plus non-profit, soit genre vendu à Microsoft. C'est quand même après. Enfin, Ouais. c'est.
Il s'est fait vraiment Ouais. enculer sur le coup, pour le coup. Mais pour toutes les 40 millions pour critiques rien avoir, qu'on peut quoi. faire pour Elon Musk, et il y en a beaucoup qui sont valides, c'est une personne qui réfléchit par rapport au premier principe et qui va au bout de Mhm. ses conclusions et qui n'est pas biaisé par le biais de normalité de ah non, tu peux pas faire tel truc ou tel truc. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il est arrivé assez tôt à cette conclusion, qui Il est y a plus de aujourd'hui en 10 plus on ans. peut en parler. Mais ouais, mais il y a 10 ans, tu vois, à l'époque on n'était même pas. Genre, je sais pas si tu avais déjà vu ce que faisait GPT-2. Mais GPT-2, Non, c'était j'ai pas genre testé GPT-2. une blagounette. Enfin, tu vois, tu pouvais à peine écrire des trucs, etc. GPT-3, c'était pas mal. Après 3.5, c'était le premier chat GPT. Donc là, c'était vraiment déjà très bien. Et en plus, il y avait l'interface de chat. Mais en gros, à une certaine époque, l'IA, tu vois, c'était purement théorique, quoi. En gros, tu pouvais à peine distinguer une image de chat Mhm. d'une voiture, tu vois. C'était ça. L'IA, c'était, oh, ok, regarde, il a détecté une image de chat parmi une photo. Aujourd'hui, il peut générer 1 milliard d'images de chat. Enfin, juste à une certaine époque, c'était vraiment de la pure science-fiction. Et pourtant, ces personnes-là, ils Et réfléchissaient. la genèse, c'était d'OpenAI, je sais pas si tu connais, mais je pense que tu sais. C'est Elon Musk qui avait un dîner avec Larry Page. Ouais, Et en gros, Larry Page, lui, était en mode. En gros, les humains, ils sont pas bien. Enfin, en fait, on est une espèce de merde. En fait, il faut qu'on passe au niveau au-dessus de conscience, ça va passer par l'IA, en fait. Et donc, lui, il est totalement prêt à accepter le fait que les humains soient éradiqués si ça amène à un stade de conscience et d'intelligence au-dessus. Et donc, Elon Musk, il a paniqué parce qu'à l'époque, c'était Google avec DeepMind qui faisait, vous vous souvenez, je pense, des échecs, puis après le jeu de Go qui était plus avancé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a fondé OpenAI un peu pour contrer Google et dire bah, si on doit être les premiers pour ensuite nous caper, quoi. Sauf qu'en fait, il a du coup totalement perdu le contrôle d'OpenAI et maintenant, c'est OpenAI qui a la frontière et qui potentiellement serait les plus proches d'avoir un truc qui pourrait créer le basculement, quoi. ce qui fait que les gens qui préviennent du risque existentiel en veulent beaucoup à Elon Musk pour avoir créé OpenAI et pour avoir lancé la guerre et la course aux enchères de qui va développer l'IA le plus rapidement. Notamment parce que maintenant, il se relance dans des trucs d'IA. Il a lancé X.AI, etc. Donc, ils se disent, mec, arrête de lancer plus de trucs qui créent une. Ouais, mais la théorie, c'est valide en Course. fait. C'est comme quand tu vois les Allemands qui commencent à développer une bombe nucléaire, un problème de bombe nucléaire. T'es les Américains, tu dis, putain, faut qu'on soit les premiers, toi, ou même avant les Russes, toi. Ça se tient en fait. C'est parce qu'une fois que t'es le premier, c'est toi qui peux dicter les termes aux autres, alors que si c'est eux, si les Allemands qui avaient la bombe nucléaire en premier, ça aurait été un peu la merde, quoi, ou les Russes. Donc je pense que ça se tient de ce point de vue-là. En gros, on arrive les premiers et après c'est nous qui Bah, uniquement si tu décidons penses que ton AGI, où va, quoi. elle sera Tu peux les contrôlable, tu vois. contrôler. Si C'est il n'y ça. a pas de C'est problème la limite. d'alignement, c'est Ou juste. t'envoies C'est une bombe ton nucléaire, AGI mais contre les autres AGI, toi. Il y a un ouais. peu le. C'est une Ouais, bombe nucléaire qui explose automatiquement une fois que tu l'as créée, tu vois. C'est pas toi qui décides quand tu la c'est vrai. déploies. Donc ça, c'était Sam Altman et l'IA. Le deuxième, il a absolument rien à voir. Physiquement, physiquement, c'est un peu différent. Sam Sulek. Donc Sam Sulek, c'est un mec qui est en train de absolument détruire le fitness game aux États-Unis, qui est maintenant, il a commencé à zéro en début d'année 2023. Il est à plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Il poste chaque jour un vlog de parfois 45 minutes, entre 20 minutes et parfois plus d'une heure même. Mhm. Où chaque vlog, c'est la même chose. Il est dans sa bagnole, il conduit, il va à la salle de sport, il fait son sport. Après, il monte ses muscles dans le miroir et il rentre chez lui dans sa bagnole et il se filme. Il y a très peu de montage, il n'y a pas de miniature. Les titres sont juste jour 45 biceps. Et il fait chaque jour parfois 500 000, parfois 1 million de vues, extrêmement suivi. Et voilà, c'est ce mec qui sort de nulle part, qui a totalement brisé l'ensemble des règles qui ont été établies et qui ont été suivies dans les dernières années, notamment par le modèle MrBeast, rapide, extrême, etc. Potentiellement qui augure une nouvelle ère Moi, sur j'ai YouTube. eu la théorie là-dessus. Tu vois, toutes les youtubeuses, notamment, il y a beaucoup aux États-Unis, pour une raison, je sais pas, elles sont toutes asiatiques quasiment, ou un peu justement, tu sais, le fait de vivre tranquillement, paisiblement. Ouais. Tu vois, je sais pas, c'est quoi, New Girl? Non, je sais plus, il y a un nom sur ce phénomène, je me rappelle plus. Mais je pense que les gens verront un peu ce que je veux, c'est un truc un peu apaisant, tu vois, ma routine matinale et prennent 3 heures pour méditer, et ainsi de suite. Et je pense que c'est l'équivalent pour les hommes, tu vois. C'est un peu le côté, tu sais, limite en, comment dire en français, Warrior Monk, un peu moins de guerrier, tu vois. Tout ce qu'il fait, c'est soulever ses poids, manger et dormir, quoi. Et il a ce côté, je pense, un peu apaisant, et c'est ça qui fonctionne. Euh, Ajouter aussi au fait que dans ce qu'il fait, il a un niveau monstrueux. Enfin, le mec, c'est Voilà, c'est un, c'est un physiquement, monstre. Il est très jeune. il est incroyable. Il a 20 ans et physiquement, il est énorme. Il est plus balèze que Schwarzenegger à son pic. Enfin, c'est hallucinant. Ouais. Qui aide beaucoup. Mais je rejoins donc du coup ta théorie. Et moi, ce serait la théorie que j'appellerais la théorie des vibes en fait. Il y a des contenus que les gens regardent pas pour un bénéfice particulier,
mais pour sentir une certaine vibe et pour s'imbiber de la vibe d'une personne. Ils ont envie de se sentir comme cette personne. Et donc, effectivement, Sam Sulek, il a ce côté, il est calme, il est focus, il n'est pas trop épais, il est assez authentique, etc. Il fait son truc. Et je pense que beaucoup de gens qui se sentent perdus disent, moi aussi, j'ai envie de m'imbiber de la vibe de Sam Sulek, un mec qui sait exactement ce qu'il a à faire et qui le fait. Mhm. Et je vais passer chaque Sa vie est jour simple. 30 minutes, une heure Ouais. avec lui, etc. Et il y a cet élément-là, je pense, qui est énorme. Le deuxième élément, évidemment, enfin, d'un point de vue purement algorithmique, la réponse, elle est évidente, c'est le watch time est énorme et les gens sont là tous les jours, etc. Donc il a un watch time énorme, ce qui lui permet d'être recommandé malgré l'absence de titres et de Est-ce que miniatures. tu penses du coup les gens le mettent en background ou autre? Parce que ça me paraît fou que les gens vraiment passent 30 minutes à regarder non-stop, quoi. Est-ce que c'est ils l'ont dans notre table? Probablement, mais en fait, il parle aussi à un Ok, public assez jeune et je pense que beaucoup de ses vues viennent d'adolescents qui admirent un c'est mec qui a possible. 20 ans, eux ils ont 15 ans et les adolescents ont un énorme watch time dès que tu as du contenu pour enfants, etc. Donc ouais, ils regardent ça tous les jours. Après, c'est un rendez-vous. Il y a une certaine époque où Casey Neistat avait cet effet de rendez-vous. Tu allais voir Casey Mhm, Neistat tous les jours, effectivement. tu t'en foutais un peu de ce qu'il racontait, il avait pas toujours À l'époque, les ouais, meilleures la télé, miniatures. c'était ça, hein. Tout le principe de la télé, c'était chaque jour, tu as la émission au même moment. Et donc, effectivement, si tu à forcer ça quotidiennement, tu crées un peu ce même phénomène, je pense. Ouais. Ouais. Et la question, tu vois, c'est est-ce que ce truc-là est réplicable? Parce qu'en fait, du coup, le contenu qu'il fait, ce serait typiquement du contenu chiant, tu vois, genre une personne qui fait un vlog, une personne que personne ne connaît, qui fait un vlog quotidien, pas trop monté, avec pas trop de storytelling, avec pas de titre et tout, dit mais ce contenu, il va jamais marcher. Donc c'est un peu un ovni à ce niveau-là et il y a Ah, probablement pas mal de t'as leçons un à mec tirer sur avant, les vibes. je sais pas si tu connais Vincent Hobby. Non. Vincent, et son nom cette année, c'est OBI. Et en fait, c'est un Renoir super baraque, enfin vraiment énorme, toi, niveau Samsulek. Et c'est un peu le même style, en fait. Il a adopté les codes un peu dont on parlait des meufs un peu tranquilles, posées, apaisées, et il l'a appliqué à un mec. Et je pense qu'il y a aussi toujours un peu ce contraste, tu vois. Toi, la muscu, tu dis c'est de la violence, et en fait, il est tout le temps calme, et c'est juste quand il fait de la muscu qu'il donne tout, quoi. Euh, et donc, je pense qu'il y en a de plus en plus, en fait, Tout à fait. de ce style-là. Ouais, c'est ça, prendre un truc qui se fait déjà, mais avec des vibes différentes, je pense que ça va être de Ouais. plus en plus Ouais. courant. Donc le contenu à vibes. L'autre élément qui est marquant, je pense, c'est donc a priori Sam Sulek qui prend énormément de stéroïdes. Donc il y a pas mal de gens. Alors là, Mhm. moi, je suis pas expert tout sur le truc de muscu, mais beaucoup d'influenceurs muscu du coup ont réagi sur ce personnage et ce qu'il disait, c'était c'est pas sûr qu'il dure trop longtemps, quoi. Il y a pas mal de mecs qui sont dans ces situations qui meurent à 30 ans. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que il y avait une période où c'était vraiment controversé. C'était OK, il faut qu'on détecte qui prend des stéroïdes et qui est pour de vrai et Mhm. tout dans la muscu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout et que c'est juste, ça fait partie du game dans ce milieu. Ouais, t'attends aussi un stade et ça me fait que ça où en fait, il n'y a même plus de doute, il n'y a même plus de questions. Toi, il y a un moment, toi, c'est un plus. Mais effectivement, tu le vois, il galère à respirer. Enfin, c'est. Il y a Alex Hormozy qui, lui, Alex Hormozy qui est très stock, qui était encore plus à l'époque. Et en fait, il a perdu du poids parce qu'il disait, au niveau de sa santé, bah, il avait des problèmes d'apnée du sommeil et autres. Et en fait, il s'est tout fait pendant son sommeil. Il avait beaucoup de problèmes de santé parce qu'il était trop musclé. Parce qu'en fait, ton corps est pas fait pour être 110 kilos de masse sèche, quoi. Donc, je pense que je pourrais être avec ça, mais ouais, enfin, c'est sûr qu'il prend des stéroïdes et effectivement, est-ce qu'il y a mourir jeune, c'est possible, quoi. Euh, et l'autre élément, donc du coup, pour lui, c'est un influenceur fitness, mais j'ai été assez marqué sur les dernières années par le succès de pas mal d'influenceurs dans plein d'autres domaines. Donc Hormozy, c'est un exemple. Et Hormozy, son physique est un aspect important, alors que finalement, il te parle de business. Un autre élément, c'est Andrew Tate qui joue beaucoup sur cet aspect physique pour derrière te Mhm. vendre pareil du business. Et on arrive à une époque où, quel que soit un peu le domaine, tu vois, j'attends le mec méga balèze qui va venir te parler de méditation ou un truc comme ça. Il y en a peut-être déjà qui arrivent. Mais quel que soit le domaine, ça aide vraiment à te différencier et à te positionner. Et lui, en fait, c'était juste plus dans un domaine de fitness où tout le monde est musclé. Le dernier élément sur Sam Sulek que moi j'avais, c'était la monétisation, quoi. Aujourd'hui, tu vois, il est sur son AdSense. Et je pense que sur AdSense, il doit faire 50, 60, 80 000 dollars par mois. J'ai pas exactement regardé tous les chiffres, mais en gros, dans ces eaux-là. Par contre, le jour où lui, il dit, les mecs, j'ai lancé ma poudre de protéines, j'ai lancé mon package de suppléments alimentaires. Mhm. Euh, j'ai calculé, tu vois, il a 2 millions d'abonnés. Suppose que 2% de ces gens convertissent vers sa poudre. Suppose qu'il dépense environ 100 dollars par mois, tu vois, on va dire 1000 par an. Donc 2%, c'est 40 000 personnes. 1000 dollars par an, tu es sur du 40 millions. Enfin, juste le volume d'audience qu'il a sur ce marché où les gens Et dépensent, où c'est les gens sûr que. l'idolâtrent. Ce mec-là, il va être richissime dès qu'il déclenche la monétisation. Et j'imagine que tu vas Je être pense que c'est d'ailleurs sûr qu'il y a déjà des harcelé de employés qui sont. marketeurs qui le, Bah, c'est qui, ça, qui disent qui le harcèlent. je peux te.
Et ça aurait du sens pour lui de le faire, je pense. Ça aurait Mais ce après, mec-là, il perdrait un petit peu justement de cet aspect j'en ai un foot, tu vois. Ce qui rend attirant aussi, c'est l'impression que le mec, il est full focus muscu. Tu vois, il a un peu une voiture de merde, il est un peu. Toi, tu vois qu'il prend pas trop soin de son apparence autrement. Donc je pense qu'il perdrait un peu de ça aussi, potentiellement. Un peu de cet aspect vraiment focus purement muscu, quoi. il perdrait, Un mais peu je simple. pense que pour 40 millions Mais il par gagnerait an, il le quelques millions, prendra, tu quoi. vois. Ça peut se faire. Actuellement, il est Il pourrait faire une blague genre les stéroïdes, c'est pas cher, enfin c'est cher les stéroïdes, il faut que je puisse me les payer. Il pourrait jouer un peu là-dessus ouais. s'il voulait, quoi. Ouais, incroyable la fusée que le mec a eu, quoi. Et le feeling, je pense que c'est quand même ces vlogs quotidiens, il faut commencer à les faire, tu vois. Même s'il y a peu de montage, il faut quand même se faire chier, tourner, filmer chaque jour. Et tout ça, Fallait combien de que temps il a la explosé? vision Est-ce de qu'il les l'a fait gens vont pendant regarder des ce type années de choses. Est-ce qu'il l'a fait pendant des années et puis ça a fini par décoller ou les plus Non, je crois anciennes pas. Ça a Non, marché il a assez commencé vite, à je 10 crois. mois. Tiens, Ouais, c'est fou, hein. ouais, Il y a c'est 10 fou. mois. Euh, Mais après, en Ça fait, marche. il n'y a pas de secret. La miniature, en fait, il monte ses jambes, tu vois, le premier truc. Et en fait, il a un physique tellement énorme que tu sais qui se gâte. En fait, il est dans le top 0,01%. Donc, je pense que ça aide aussi à créer les gens qui viennent. Mais après, c'est les vibes qui font rester, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ce que tu disais. En fait, c'était un truc marquant sur ton physique pour faire venir les gens un peu intéressés. Et ensuite, tu peux transitionner, quoi. Euh, Sam Bankman-Fried, qu'est-ce que tu en penses? Donc, le fondateur de FTX qui a récemment été jugé, il a pris essentiellement perpète de prison. Moi, ça me fait toujours. Je trouve ça toujours vertigineux. Quand un an, littéralement un an, j'ai calculé, même peut-être un peu moins. En un an, il est passé, en gros, il pesait genre 30 milliards, adulé tout le monde. C'est un être humain incroyable. Il a la tête d'un truc de crypto qui explose. En un an, il est passé de ça à condamné à prison à vie, toi. Je pense qu'il y a très peu dans l'histoire humaine, vraiment dans l'histoire humaine de son ensemble, à tel niveau, toi, peut-être à part quelques rois qui se sont décapités ou autres. Toi, Louis XVI, c'était pas ouf pour lui non plus, en un an, ça allait vite aussi. Mais c'est ouf le genre de trajectoire où littéralement tu passes de la personne la plus jeune, la plus riche au monde. Tout le monde t'adore, en plus, il était quand même très populaire parce que tout effectuait altruisme sous ce bordel-là, à maintenant être en prison à vie, quoi. Enfin, c'est d'une violence pour moi en termes de haut et de bas qui est assez spectaculaire, quoi. Euh, je sais pas si c'est quoi ton opinion là-dessus, si t'as d'autres perspectives par rapport à cette Est-ce que situation. est-ce que tu est-ce que tu lu le livre de Michael Lewis sur Ouais, Bankman-Fried? ouais, j'ai vu. Ouais. Euh, Ce livre a été beaucoup critiqué dans la presse américaine, comme quoi il était trop gentil, il a passé trop de temps avec lui, il a eu Mhm. trop d'accès et du coup, il a Ah, le été trop problème, non, gentil c'est avec pas ça, lui. c'est en fait, il a commencé largement avant que l'affaire éclate, en fait. En fait le gars, il avait écrit 80% du livre avant que tout s'écroule. Et donc, en fait, il a gardé un peu cette perspective avant qu'il sache que c'était une fraude, il a pas tout réécrit, en fait. Donc, il a gardé. Pour moi, ce qui est plus authentique, en fait, il l'a pris, bah, effectivement, en 2021, tu voyais Simon Bankman-Fried sous cet angle-là, quoi. Par contre, l'autre truc, tu peux discuter, c'est un peu le niveau d'investigation qui devait être très très bas pour qu'il ait rien marqué. Ça, c'est un autre truc encore, mais. Après, je sais pas exactement comment est-ce que lui il l'aurait trouvé, parce que c'est pas vraiment un investigateur, c'est plus un mec qui raconte des histoires. J'ai pas trouvé en lisant le livre qu'il épargnait trop de coups. Sauf à la fin où il dit ouais bah si ça se trouve ils vont retrouver tout l'argent et tout. Moi les grosses critiques que j'ai sur le livre, c'est ils ont clairement rushé le livre pour que ça soit publié en même temps que le procès démarre. Il Mhm. avait publié le jour d'avant le procès. Et du coup, à la fin, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé? De l'argent, peut-être qu'il va revenir, peut-être que non, peut-être qu'il l'a volé, on ne sait pas trop, etc. Et donc, c'est un peu décevant en fait. Tu voudrais vraiment avoir la réponse de dire ok, le mec, il a attendu que le procès se fasse. Dans le procès, tous les infos sont sorties. Et à la fin, il dit bah, du coup, voilà ce qui s'est passé, voilà où est l'argent. Et je pense que là où Michael Lewis est vraiment critiquable, c'est en gros un des investissements qui a été fait par ça, Bankman-Fried, c'est d'investir dans Anthropic, justement, la boîte Mhm. d'intelligence artificielle. Il s'est avéré que cet investissement était extrêmement rentable et que potentiellement, cet investissement va permettre de rembourser l'ensemble des clients de Clairement. FTX dont l'argent a été volé, etc. Et donc lui, il est un peu en mode, bon, bah du coup, ça devrait être un facteur atténuant, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas voler l'argent des gens, l'investir quelque Putain. part. Et si cet argent, ce du pari, il a marché, Enfin, tu dis, bah si, du coup, tu peux le c'est, faire avant que tu te fasses choper, quoi. En fait, tu peux le faire, mais avant que tu te fasses choper. En fait, il faut renflouer les comptes discrètement avant que tu te fasses choper. Mais bah une fois même que en tu t'es fait fait choper, dans, ça dans devient ce un peu cas-là, trop si tard. tu, ouais, mais si tu te faisais choper, même si ça avait marché, que tu te faisais choper après, dans ce cas-là, tu vois, ce serait interdit. Donc voilà, j'ai pas l'impression que Lewis, mais je pense qu'effectivement Lewis a réagi un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire ce mec-là, j'ai vu ce qu'il était, notamment un des arguments de Michael Lewis, et moi j'y crois aussi beaucoup, c'est que l'effective altruism c'était pour de vrai, c'était pas un Mhm. fake. Beaucoup de gens pensent que c'est un fake, ah, ok, il faisait semblant, mais le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que effective altruism, de toute manière, c'est un truc de nerd, tout le monde pense que c'est des sales nerds qui comprennent rien, qui c'est pas cool en fait. C'est pas ce que tu fais si tu veux être cool, tu fais pas ça.
Et donc, il avait vraiment cette conviction derrière Et surtout, de il y a dire, la notion il y a la notion de greater good, quoi, qui est un peu problématique, en fait. La notion de greater good, c'est qu'il, par exemple, il pourrait justifier, ouais, SBF, en gros, de dire, bah, j'ai une maison Bahamas qui coûte 30 millions. Pourquoi? Parce que savoir cette maison, ça me rajoute 3% de productivité. Et je pense que ces 3% de productivité, ça va résulter en FTX qui va valoir 4 milliards de plus. Et ces 4 milliards, je pourrais les donner aux pauvres, quoi, ou aux personnes qui en ont le plus et puis besoin. simplement, tu te dis, Donc tu ok, peux un j'ai de peu l'argent de ces tout. personnes, je vais prendre de l'argent qui m'appartient pas, je vais prendre 10 milliards qui ne m'appartiennent pas, je vais faire un pari avec, parce qu'il y a 50% de chances que je perde, mais 50% de chances que je fasse x10. Et donc, du coup, bah, l'utilité, elle est positive. Et si ça L'expected fait value, x10, c'est ça, ça va pouvoir aider. Donc, l'utilité, tu vois, la valeur attendue, elle est positive. Mais en fait, l'espérance, tu ouais. vois, ouais, espérance exactement en français. Tu peux pas juste faire ce calcul, quoi. Parce que si tu fais ce calcul, bah, tu vas passer toutes les limites. Tu peux dire, ok, bah, cette personne qui me fait chier, certes, si je le tue, c'est pas bien parce que j'ai tué une personne, mais j'ai tué qu'une personne et peut-être qu'avec l'argent que je vais gagner, je vais pouvoir en Je sauver pourrais en 10. sauver Donc, tu 15 vois, autres, ouais. tu peux vraiment Mhm. aller dormir un truc. Et vraiment, il y avait une interview de Simon Bankman-Fried où il était en gros, ok, tu jettes une pièce, tu as 51% de chance de doubler la Terre. Donc, tu doubles la Terre, le bonheur de la Terre, les enfants, la nature et tout. Mais 49% de chance de tout détruire. Espérance positive, mais tu le fais ou non? Et lui, il fait, ok, j'y vais. Espérance positive, j'y vais. Mais le mec, il lui fait, bah, Et du coup, ouais, pour celle-là, des fois, je doute dans des choses que c'est pas une espérance positive en réalité. Parce qu'en fait, deux fois, c'est pas. Il faudrait faire infini bonheur comparé à destruction totale, quoi. Même ça, il a mal. Mais... et tu penses quoi pourquoi tu du penses? fait Bah que si, parce il que est... sinon, tu as fois de bonheur versus 0. Donc, l'espérance, elle est légèrement supérieure à 1, quoi. Tu as 1,01 d'espérance. tu prends. Effectivement, si tu prends bonheur égale 1, fois 2 et. Ouais, tu t'arrives à 1, effectivement, à la fin, quoi. Mais le problème, en fait, de ça, Mais c'est pour moi, apparemment, tu ça, vois. c'est un nom, ça s'appelle le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Et le paradoxe de Ok, Saint-Pétersbourg, c'est du coup, je te propose de faire ce truc encore et encore et encore, puisqu'à chaque fois, tu dis que c'est bon, donc je double, je double, je double. Et forcément, et ça marche si pas. tu Ça doubles, casse. bah, tu es sûr de tuer tout le monde avant la fin, quoi. Donc, ouais, il y avait un élément où son effective altruisme était vrai, mais ça allait amener à réfléchir aux questions du risque d'une manière. Et puis je pense qu'en fait, il y avait juste un truc irresponsable en fait. Parfois, tu sais, il y a des trucs, ça t'intéresse pas, tu les gères pas trop. J'ai l'impression que ça l'intéressait pas, ça le gérait pas trop. C'était juste le cœur de la gestion du risque de son business et de son hedge fund, Et etc. et qui a tout coulé. il était sous Adderall constamment, il était sous plein de drogues, il dormait quasiment pas. Et il y Ouais. avait plein de trucs qui, je pense, qui faisaient qu'aussi il n'était pas. Et tu penses quoi de la prison à vie pour lui? Est-ce que tu penses que c'est justifié? Est-ce que c'est la bonne. Ce serait quoi ton Moi, jugement par rapport je à pense ça? que c'est excessif et qu'ils en ont fait un exemple, mais qu'ils n'avaient pas trop le choix que d'en faire un exemple, quoi. Euh, Mais après, par exemple, enfin, il a fait perdre combien? 5, 6, 7, 8 milliards, tout par là. Et ouais. statistiquement, tu apprends des gens qui sont suspectés par rapport à ça. Donc comment tu gères ça? Est-ce que c'est indirectement une forme de meurtre? Est-ce que c'est. Parce que c'est dépôt, c'est pas un investissement, toi. Donc, normalement, tu parles du principe où toi, tu considères que c'est pas. Le lien est pas aussi direct que ça et tu peux pas vraiment. Alors, en gros une des réflexions, une manière dont tu pourrais y réfléchir, c'est de te dire, il a fraudé, mais il n'a pas non plus fait les pires trucs au monde. Tu vois. Il n'a pas créé un cartel de drogue, il n'a pas Mhm. génocidé des populations, etc., etc. Donc la prochaine fois qu'une personne est dans cette position, où il s'est mis dans une position où il a perdu des milliards, euh, il se dit, bon, bah, de toute manière, je vais aller en prison à vie. Perdu, Tout ce perdu. que je peux Ouais. faire, tout ce que je peux faire, je vais le faire pour essayer de me sauver. Si je dois tuer des gens, si je dois faire des attentats terroristes, tu vois, Mhm. j'ai plus rien à perdre. Je suis vraiment, voilà, de toute manière, j'ai créé le pire crime possible. Donc c'est là où tu te dis, prison à vie, c'est clairement un exemple qu'ils ont fait sur lui. Et en Est-ce fait, qu'il c'est a ça, fait le t'as un peu, pire crime de t'as le concept en l'humanité, tu vois? prison, t'as un peu trois trucs, t'as un peu l'aspect vengeance au niveau social, toi. Et après, t'as l'aspect aussi écarter les gens dangereux. Et toi, là, potentiellement, SBF, il serait pas vraiment dangereux, quoi. Tu Ouais, ce serait pas le grave. mettrais dans la nature. Après, tu sais, le mec de Fire Island, là, le Ouais, gars il est qui a fait reparti encore, le il est documentaire, reparti, c'est abruti, putain. Mais c'est incroyable, quoi. Quel couillon, quoi. C'est incroyable. il est Ouais. revenu. Donc, tu peux donner un peu le contexte. Ouais, vous avez peut-être beaucoup de gens, je pense, ont regardé Donc, le il y avait le documentaire sur Netflix. documentaire, donc Ouais. il avait fait un espèce de festival. Mais c'est pareil, bah, pour moi, c'est aussi un peu un cas à la SBF. En fait, c'est un mec qui voulait pas nécessairement faire le mal, mais c'est juste qu'il était Moi, c'est pas de la totalement malice, c'est de la irresponsable compétence. avec Ouais. les responsabilités qui lui ont été confiées, tu vois. Tu peux Ouais. pas dire aux gens, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, etc. Et derrière ne pas le faire. Donc, c'est pas qu'ils sont allés en mode, ok, je vais aller voler l'argent des gens. Parce que Comme si mon le gars de mec, la il est en mode, Fnac, pareil. ouais, C'est comme le pareil. mec Il m'a qui dit est, qu'il pouvait faire entrer à la Fnac, il pouvait pas. il était suroptimiste. Et tu vois, et ce mec-là, du coup, bon, bah, il s'est planté, il a été en prison et tout, il avait menti à ses investisseurs, etc. Mais il est revenu, il a relancé des projets, il a relevé de l'argent et tout, donc tu sais jamais. Mais après, si Sam Bankman-Fried sort et les gens lui refilent de l'argent,
voilà, vous pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu, quoi. À ce stade-là, Non, ouais. pareil, je suis un peu mitigé sur le fait de la prison à vie, mais surtout, je me dis, parce qu'aussi, il n'aura pas accès à un ordinateur, pas accès. Et je me dis, potentiellement, il pourrait avoir des contributions positives. Toi, c'est quand même quelqu'un de très intelligent. Du moins, il a une tolérance pour le risque qui est assez élevée. Ouais. Donc, tu pourrais dire, il y aurait moyen potentiellement de faire en sorte qu'ils soient un peu plus utiles pour le reste de sa vie, toi. Et Ouais. certes, peut-être que ça se rendra sa propre vie mieux, mais est-ce que c'est en fait l'un dans l'autre? Est-ce que tu privilégies le fait de le punir à tout prix? Ou est-ce que tu te dis, bah, peut-être il pourrait contribuer d'une façon à un peu alléger c'est ce qu'il a fait, quoi. Euh, ouais. Donc sur ce, parlons du libre arbitre. Est-ce que ça me Bankman-Fried était dans le libre arbitre de faire son crime ou pas? Tu voulais parler de ça? Je sais pas pourquoi j'ai mis ce sujet. Je sais pas pourquoi j'ai D'accord. mis ce sujet-là. Mais Moi en non gros, plus. Donc c'est très on va bien. commencer la question la plus open. C'est en gros, est-ce que tu crois au libre arbitre ou pas? On peut commencer par là. Est-ce que tu penses que tout est Non, déterminé ou non, tout est déterminé, je pense. Ok. Est-ce que tu penses que c'est au niveau quasiment physique que c'est déterminé, donc tous tes neurones, tout va exploser d'une certaine façon, l'environnement va se faire? C'est de ce niveau-là? Ou tu penses carrément que les décisions sont prises pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui te D'un fait dire d'un- que tout est déterminé? d'un point de vue cosmique, tu dis que c'est déterminé, c'est-à-dire que, euh, à mon avis, probablement, mais là, on rentre du coup dans des conversations de premier épisode un peu compliquées, mais probablement le temps, en fait, est une illusion. C'est-à-dire que toi, tu expérimentes le temps de manière linéaire ou un moment T'as suit un lu autre. The Order of Time? Oui, que tu m'avais Il recommandé. faut que tu lises. Ok, ok. Euh, mais du coup, tu te dis, ok, mais d'un certain point de vue, potentiellement, le temps, il est pas linéaire. Et donc, en fait, tout se passe en même temps, ou tout le temps, tu pourrais naviguer de différentes manières. Donc, je pense que sur un niveau cosmique, le libre arbitre n'existe pas. Mais tu as toujours différents niveaux de lecture, en fait. Et sur le niveau de lecture de, ok, je prends ma vie, mes décisions, est-ce que je vais manger du KFC ou une salade? Là, tu prends tes décisions sur un certain niveau, etc. Et tu as l'impression de le faire, et c'est normal, tu as la conscience de le faire. Mais je pense que Tu penses pas que il c'est y un a- enchaînement de neurones qui ont. Et du coup, quoi qu'il arrive, en fait, même ton hésitation était déjà prédéterminée. Et qu'en fait, il n'y a pas un moment où tu veux vraiment créer la fourche, quoi. bah, c'est à peu près certain que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que Ok. euh, les critères sur lesquels tu vas baser ta décision, ils sont formés C'était déjà quelque là. part. Ouais. Donc, tu vois, ils étaient déjà là. Ouais. Tous les paramètres sont déjà. Après, je pense que c'est, en termes d'exercice de pensée, je pense que c'est ça, d'un produit cosmique. Là, je suis en train de lire le Bhagavad Gita, et le Bhagavad Gita est contre le libre arbitre, hein. Ils te disent que tout ton karma a déjà été déterminé. Donc, de Ok. toute manière, tu ne peux rien faire. C'est juste la conséquence de ce qui t'est arrivé avant. Mais ils te disent aussi, comporte-toi comme ça plutôt que comme si, en fait. Donc, tu vois, il y a différents niveaux de lecture du truc. Ou à un certain niveau, tu n'as pas le choix. Mais en fait, est-ce que ce niveau de lecture-là, il est vraiment pertinent au quotidien? Pas forcément, en fait. Notamment parce qu'en fait, une fois que tu as dit ça, tu dis, voilà, si la personne n'est pas libre de ses décisions, tu peux pas le mettre en prison. Mais tu dis juste, bah, en fait, la prison, c'est juste la conséquence du truc. Et ça permet d'éviter. Ça permet en fait de créer le paramètre. Parce que le paramètre de tu peux aller en prison est un paramètre dans la décision des futures personnes Mhm. de faire ou non un crime, en fait. Et tu dis, bon, bah, voilà, c'est pas au niveau de cette personne, mais au niveau des futurs. Donc, je pense que d'un point de vue concret, tu retombes sur l'élément de dire, j'essaye de faire du mieux que je peux dans ma vie quotidienne, même si d'un certain point de vue cosmique, je pense qu'en fait, euh, ce qui va se passer dans tous les cas. J'étais arrivé exactement à la même conclusion. Et aussi, en fait, que le concept, c'est que je pense, en fait, fondamentalement, je pense pas qu'il y a de libre arbitre. Je pense que tout est séquencé. Mais que, de un, si même il y a, on va dire, 0,01% de libre arbitre, en fait, ça a du sens de tout mettre là-dedans. Parce que Mm. si tu as 0,0% que tu contrôles, le seul truc rationnel, c'est mettre là-dedans. Et de deux, je pense que la croyance en libre arbitre est supérieure à de croire qu'il n'y en a pas, quoi. En fait, ça. Et donc, et aussi, ça, du coup, c'est un peu un loop, en fait. Si tu crois en libre arbitre, potentiellement, ça t'amène à d'autres décisions. Peut-être que ta croyance en libre arbitre était déjà prédéterminée, donc tu te perds un peu. Mais que fondamentalement, c'est un peu, tu sais, comme le. Je sais pas qu'on appelle ça en français le Pascal's Wager. C'est en gros l'idée, bah, si tu crois en Dieu, j'ai peut-être galéré à expliquer, mais s'il n'y a pas de Dieu et que tu crois en Dieu, bah, pas grave, toi, t'as rien perdu. Par contre, s'il y a un Dieu et que tu crois pas, bah, potentiellement, il va pas être content et t'ira en enfer, quoi. Et donc, tant qu'à faire, autant croire en Dieu, tu gagnes à tout niveau. Et là, je pense que c'est un peu là-dedans. C'est en fait, C'est un il y autre a pas vraiment. élément d'espérance. Donc, s'il y a 0,01% de chance d'avoir d'avoir le bonheur éternel versus l'enfer éternel, bah, du coup, c'est 0,01% de chance. Dans ton espérance, ils écrasent tout le calcul de ce que tu peux C'est ça, vivre. donc autant y croire, quoi. Donc tu es obligé de croire. Et ce qui est un fameux bug, en fait, du raisonnement par espérance. Parce qu'en fait, tu peux faire ça, il y a des gens qui appellent ça le Pascal's mugging, donc l'arnaque de Pascal, où en fait tu peux faire des arguments là-dessus sur énormément de domaines. Évidemment, un des contre-arguments, c'est de dire
bah, du coup, il y a plusieurs dieux. Donc, du coup, je crois lequel, en fait. Et il y a cet élément où tu peux. Enfin, il y a un piège, en fait, là-dedans, que tu peux faire. Donc, Et tu pourrais le faire, potentiellement, du coup, croire en moi et Dieu, ça pourrait être encore pire que de croire en aucun ouais, Dieu, tu que vois. de Tu croire en pourrais aucun dire qu'en dieu. fait, Ouais. en fait, tu te perds un peu. Mais pour le coup, le libre arbitre, pas le libre arbitre, je pense que c'est un peu dans ce cas, c'est un peu binaire. Et donc, je pense que tant qu'à faire, autant y croire. Et même si, comme toi, je pense que de façon cosmique, tout après prédéterminé. Est-ce que nos auditeurs peuvent retirer quelque chose de ça? Je pense qu'ils ils peuvent me retirer qu'ils auraient dû s'arrêter après Sam Sulek. Je pense après, ça rejoint un peu, tu sais, un peu la, tu sais, Je pense qu'ils vont retirer qu'il faut aller à la muscu et prendre quelques stéroïdes au lieu de c'est ça. Pas se poser des questions comme ça, quoi. que les 30 dernières minutes, c'est parti, quoi. Ils vont aller regarder un mec, un vrai de vrai, tu vois, qui est dans la réalité, qui se pose des vraies questions. et Mais je pense que ça pas. rejoint un peu le stoïcisme, tu vois, même tu as un peu la dichotomie du contrôle, en fait. C'est ouais, occupe-toi de ce que tu peux contrôler. C'est un peu ça rejoint un peu la même logique, quoi. Ce sur quoi, en théorie, tu as du libre arbitre, et concentre-toi là-dessus, et le reste, accepte-le, quoi. Donc, ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas de libre arbitre et l'univers a déjà décidé si vous allez ou non vous inscrire au podcast, nous laisser une évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix Mhm. et surtout nous laisser un commentaire sur YouTube. Parce qu'il se passe un truc sur YouTube quand on démarre et qu'on est à 0, c'est que vous savez exactement quel numéro vous êtes. Vous aurez le numéro 1, on aura un numéro 1 d'abonnés sur la chaîne, on aura un numéro 2, on aura un numéro 3, on aura un 156. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne, nous dire dans les commentaires quel numéro vous avez, parce que comme vous le savez, dans le futur, on aura 1 trilliard d'abonnés, et on pourra Ça, aller revoir rentrer dans qui l'histoire. était là parmi les 1000 premiers, et c'est valable uniquement, cette offre est valable uniquement pour les 1000 premiers abonnés du podcast Le Trilliard. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.